Je suis très heureuse d'avoir pu rencontrer David qui nous explique les postes de consommation les plus énergivores, son principe d'autocontrainte qui lui permet de diviser par 10 sa consommation d'eau et par 14 sa consommation électrique par rapport à la moyenne française. Quelle low-tech il a mise en place pour limiter son impact environnemental. Il nous livrera aussi sa vision et son retour d'expérience sur l'autonomie énergétique. David et sa famille appliquent une vraie philosophie de vie autour d'une remise en question fondamentale de leurs besoins, leur permettant d'être à presque 2 tonnes équivalent CO2 par an et par personne, quand la moyenne française est à 9,8 tonnes. Une sobriété qui leur permet de reconsidérer leur rapport au travail, à l'argent et au temps. David donne des formations sur le poêle de masse et sur le solaire photovoltaïque et a d'ailleurs collaboré avec le Low-Tech Lab sur la construction d'un poêle de masse et fait partie d'Agir Low-Tech, un fonds de dotation qui fait de la recherche et du développement sur des solutions low-tech dont le partage de connaissances est diffusé librement. La section low-tech de l'École centrale de Nantes vient même étudier le mode de vie low-tech de David. Il tient un blog très bien documenté sur ses retours d'expérience où il partage tout autant ses modes d'emploi que ses erreurs. Je vous recommande vraiment d'aller le voir, c'est une vraie mine d'or. Sa devise est d'ailleurs « Le savoir n'est rien s'il n'est pas partagé » et je suis bien d'accord avec lui. Une vidéo sur sa pailloute et son cheminement constructif viendra par la suite. J'espère que cela pourra vous inspirer à passer au low-tech et pour ceux qui y sont déjà, à développer votre esprit low-tech. Du coup, moi c'est David Mercereau. Je suis venu un peu sur cette démarche-là par le pendant écologie, sobriété, tout ça. Je pense que ma prise de conscience, elle s'est fait, j'ai l'impression, comme pas mal par l'alimentation. Tu vois, mettre le pied un peu, ah ouais, le bio, ah, c'est quoi? Et puis l'agriculture, ok, d'accord, machin. Et puis après, tout ce petit chemin m'a emmené à une prise de conscience de plus en plus, on va dire, ancrée. Et puis il y a un moment donné où j'étais plus trop aligné avec mes convictions profondes et je me suis dit qu'il fallait passer un cap, quoi, un gap peut-être même. Donc on a construit notre yourte et je pense que ça a été un peu ça le point de bascule, même si je faisais des trucs avant. On va dire que c'est ça qui a lancé le truc un peu plus fort, quoi. Et ça nous permettait assez rapidement, la yourte, de tester tout ça. Donc d'arriver avec un petit habitat, pas trop cher, vite construit. On a mis un mois et demi, je crois, à construire la yourte. Du coup, bam, on est arrivé et on a pu s'installer. Et après, c'était bon, quoi. Un mois et demi, bon, c'était fatigant. C'était un gros mois et demi. Mais voilà, il nous restait un peu de jus pour essayer d'autres trucs, quoi. Et du coup, à cette période-là, j'ai pu me lancer à expérimenter le poêle de masse, qui était le poêlito à l'époque, four solaire, voilà, tous les trucs. Qu'on avait envie, quoi. Et aussi, je pense que ce qui nous a fait avancer vers la sobriété, c'est qu'on a fait table rase, quoi. On avait la yourte, on avait des murs, et au début on n'avait pas l'eau, pas l'électricité, on n'avait rien, quoi. Et du coup il y avait tout à construire, et du coup clairement tu repars de... C'est l'inverse du mec qui s'est installé dans sa maison avec tout le confort habituel, puis après il faudrait déconstruire. Là on avait tout à construire, et du coup il faut prioriser, quoi. Tu te dis bon, ok, il me manque quoi? Ah, l'eau c'est pas mal quand même, bon, ok, comment on fait? Du coup on avance, l'électricité, c'est pas mal quand même, ok, on avance. Finalement l'eau, ok, ça va pour faire la vaisselle, c'est urgent, ok, on fait ça. Après il nous faut quand même un petit coin pour se laver, ok, on fait ça, mais on a fait un baquet, on n'avait pas l'eau courante, et finalement ça fait 9 ans ou 10 ans qu'on n'a toujours pas l'eau courante sous la douche, et que ça va bien, et que voilà. Et du coup en fait on a pu travailler sur notre confort et notre besoin de confort petit à petit, et en repartant de zéro. Je pense que c'est un peu ça qui nous a emmenés vers la sobriété, quoi. Parce que je pense que c'est difficile de vivre dans ce monde d'abondance et de retirer des couches, quoi. Alors que ajouter des couches et des petites couches et se demander si la couche suivante elle est nécessaire, vitale, tout ça, je pense que c'est plus facile. Du coup nous on est parti de ce truc là à s'auto-contraindre, parce que voilà, un monde d'abondance ça emmène à la surconsommation. On le voit bien. Et du coup typiquement pour l'eau, quand on a installé l'eau, on avait un robinet qui arrivait, mais on l'a volontairement fait arriver à l'extérieur de la yourte.
Mais juste devant, on avait un robinet, on passait la porte et il y avait le robinet d'eau qui était là, quoi. Et ce simple truc te fait rationaliser tes comportements en eau parce que par exemple pour la vaisselle, j'avais mis en place un système de double jerrycan. Il y avait un jerrycan d'eau propre qui se vidait, qui allait dans l'évier et puis qui se vidait dans un jerrycan d'eau sale. Après le jerrycan d'eau sale tu vas le mettre dans le jardin et puis tu vas remplir un jerrycan d'eau propre, quoi. Et ce simple truc là, mine de rien, quand il n'y a plus le jerrycan est vide, faut aller porter 20 litres d'eau, même si c'est juste devant la porte, c'est 20 litres d'eau qu'il faut porter, après il faut aller arroser le jardin, 20 litres d'eau c'est 20 kilos, donc il y a 2 fois 20 kilos à porter. Et donc ça te fait rationaliser ton comportement en eau, ce truc de l'autocontrainte, je pense que c'est assez fort. C'est aussi un peu pour ça qu'on a été vers l'autonomie électrique. C'était pareil, le truc de, on a une quantité finie d'énergie, ce qui est le cas en vrai, même sur le réseau, l'énergie n'est pas infinie, l'eau n'est pas infinie, tout ça. Mais nous on a ce sentiment d'infini parce que tant qu'on est capable de payer la facture, et encore en plus c'est différé, c'est à la fin du mois, c'est pas tout de suite que tu vois les euros défiler, quoi, ou les watts ou les litres. Donc il y a ce truc là c'est pas palpable, quoi. Donc tu tires, quoi. Si l'eau t'es sur un puits, tu vois que ton puits il baisse, et à un moment donné tu vas peut-être pas nettoyer ta voiture ou tu vas peut-être pas remplir ta piscine. Donc le fait d'avoir été autonome, aujourd'hui on n'est plus autonome en électricité, c'est un vrai choix. C'est un choix qu'on n'a pas renouvelé, mais ce truc là en tout cas d'avoir été autonome nous a permis, je pense, de réduire fortement notre besoin énergétique, parce que du coup on a fait à la yourte, on a refait le point sur ce qu'on avait vraiment besoin, parce qu'on n'avait plus, du coup voilà, on faisait 100 ou avec peu, et du coup voilà, après qu'est-ce qu'on a vraiment besoin. Moi j'ai vraiment pas du tout le parcours qu'on aime bien raconter dans les médias, où j'étais à Paris, j'ai tout quitté, j'étais trader, j'ai tout quitté, je suis allé m'installer dans la Creuse et aller des boutons, je ne sais pas. Non, ça a été hyper progressif, j'avais un travail. J'ai toujours cherché à travailler moins pour gagner moins et vivre mieux. Voilà, donc il y a eu toujours ce truc-là, pas passer ma vie au travail, et du coup plus de temps, moins d'argent. Du coup voilà, tu fais ton potager, tu fais des trucs qui te prennent plus de temps mais moins d'argent, mais c'est ok. Donc nous on a divisé nos besoins. Un Français moyen c'est à peu près 7 kWh. Nous notre consommation. Alors attends. Oui, c'est ça, 7 kWh. Et nous, notre consommation par jour, par personne. Et nous, notre besoin, c'était 500 Wh jour personne. Donc on avait divisé quasiment par 14. Alors ça, on divise par 14 en période de pas soleil. L'hiver, quoi. Donc pas de frigo, on peut en reparler de tout ce qu'on fait pas. Pas de chauffage, pas de frigo, pas de ballon d'eau chaude. Et puis l'hiver, on monte à 4. On fait un peu x4, donc on monte à 2 kWh par individu, quoi. Ce qui nous monte à 4 kW pour le foyer, quoi, à peu près. Parce que du coup là il y a le frigo, il y a le surplus du ballon d'eau chaude, mais du coup qu'on n'utilise que quand il y a le soleil, donc ça fait fatalement augmenter notre consommation énergétique. Mais en fait c'est le même matériel, en fait, si tu veux. On n'a pas augmenté notre surface de panneaux pour augmenter. Par contre, on utilise l'énergie que quand elle est là. Parce qu'il y a aussi ce truc-là, on veut de l'énergie chez les écolos, il y a ce truc de ce côté, on veut de l'énergie renouvelable. Énergie renouvelable qui est intermittente, mais on supporte pas l'intermittence, quoi. C'est pas ok de ne pas avoir d'électricité alors qu'il n'y a pas de soleil. C'est pas ok de ne pas avoir d'électricité alors qu'il n'y a pas d'eau. Alors que ça serait vraiment jouer sur notre confort, quoi. Maintenant, j'ai racheté des panneaux solaires et je suis en autoconsommation, je suis sur le réseau. Alors du coup mon installation autonome était en fin de vie. Alors, il lui reste encore quelques années à vivre, mais voilà, on est arrivé à 9 ans. Une installation solaire autonome, c'est les batteries qui vont flancher en premier, et c'est 12-15 ans, quoi, si tu les as bien menées, quoi. Donc, moi, C'est pas 25-30, non? Alors 25-30 c'est les panneaux solaires. Ah oui, ouais, d'accord. Et les batteries c'est avant. D'accord, les batteries, oui. Alors les batteries plomb, alors, il y a les batteries lithium, c'est un peu plus 30 ans, ouais. Le lithium c'est non recyclé pour l'instant, recyclable mais non recyclé. Alors c'est pour ça que j'avais opté pour le plomb, parce que le plomb, il y a une filière de recyclage, avec du plomb et des batteries au plomb, on peut refaire des batteries au plomb. Et ça nécessite de l'énergie, donc il faut le faire le moins possible, donc toujours le moins. Mais voilà, on peut refaire des batteries au plomb avec des batteries au plomb. Et du coup là, moi mon enjeu c'est d'avoir plus de stockage, donc plus de batterie, parce que c'est ça qui meurt le plus vite, c'est ça qu'il faut renouveler le plus vite. Tout ça, mais quand même ce côté intermittent j'aime bien, enfin tu vois, je trouve ça cool d'essayer de jouer avec cette énergie intermittente.
Et donc du coup, moi je vise le quasiment pas d'énergie par jour. Je sais plus, là j'ai regardé, mais là on est à 60 centimes de consommation par jour d'électricité. Donc ça nous ramène une facture, alors sans compter l'abonnement, juste en énergie. Donc en fait on a plus cher d'abonnement électrique parce que c'est 10 euros par mois je crois l'abonnement électrique, que de consommation. Mais ce qui est ok, parce qu'encore une fois, l'abonnement électrique, c'est le réseau collectif, tu vois, et c'est ok que moi, si j'habite près du poteau ou près de la centrale, il y a un ratio qui se fasse avec celui qui habite plus loin, tu vois, on collectivise une installation, donc c'est ok que je paye ça, quoi. On est sur le réseau, mais on joue avec le soleil, quoi. Donc on essaye, moi, l'enjeu là, c'est de consommer le moins possible la nuit, et le plus possible non, en fait, on veut ramener ma consommation en journée quand il y a du soleil. Et s'il n'y a pas de soleil, encore une fois, je ne peux pas recharger mon vélo électrique, donc je vais peut-être utiliser mon vélo à pédale. Je ne peux pas allumer de l'eau chaude, donc soit je fais de l'eau chaude soit ailleurs, soit je n'en utilise pas. En pleine saison, en été, je pense que je suis quasiment à... Je pense que je suis autour des 80% de solaire direct et 20% en réseau, quoi, un truc comme ça. Un Français moyen, j'avais dit tout à l'heure, c'est 150 litres d'eau et nous on est autour de 15 litres, 10-15 litres, ça dépend, entre 10 et 20 litres par jour et par personne. C'est assez variable si tu fais une machine, si tu fais pas de machine. Mais voilà, c'est un peu ça, les ordres de grandeur, quoi. Donc on a fait pareil, on n'a pas fait une division on a fait une belle division. Je ne saurais pas le faire de tête. Si, par 10 quasiment, quoi, de notre consommation d'eau, quoi, par rapport aux Français moyens. Et on est toujours à 3 tonnes de CO2 et l'objectif c'est 2 tonnes de CO2 par an par habitant. Sur toutes les ressources, si on part de l'eau, le plus gros poste de dépense, ça n'est pas les toilettes comme on l'entend souvent, c'est la douche, le bain, la douche. Ça c'est la plus grosse part de l'eau. Alors en moyenne c'est 150 litres d'eau par jour et par personne. Et la douche, c'est une énorme part de cette consommation. Je sais plus, je crois que c'est autour de 60-70 litres. Un pommeau de douche, c'est environ 9-10 litres minute. Ça peut aller jusqu'à 15. Les pommeaux bien économes, c'est 5. Et la douche moyenne, c'est 9 minutes. Le français, c'est 9 minutes de douche. Bon, tu fais le calcul, hein, t'es à ça. Hein. Et 70 litres d'eau, c'est 70 kilos, quoi. Donc si jamais tu devais porter cette eau pour la mettre dans ta douche, tu auras déjà pris une bonne suée. 70 kilos, tu as fait plusieurs allers-retours, donc tu le ferais pas. Donc voilà, ça c'est le plus gros des dépostes. Après vient les toilettes, ça c'est le deuxième poste. Une chasse d'eau, c'est environ, je crois que c'est 9 litres, 10 litres. Donc voilà, dès que tu tires la chasse, c'est 10 litres d'eau. Et c'est une eau qu'on a. Alors autant la douche, c'est de l'eau qu'on appelle de l'eau grise. Donc c'est une eau qui est on va dire huileuse, savonneuse, c'est toujours un peu gras, tout ça. En plus, un peu cracra, mais relativement. Alors que l'eau des toilettes, c'est de l'eau noire. Donc c'est de l'eau qui est contaminée par des excréments. Et ça, c'est fatal. C'est-à-dire que tout ce qui a été contaminé par les excréments, on est dans une espèce de boucle infinie où tout ce qui... Bon, typiquement, tu prends la pilule hormonale féminine, c'est beaucoup d'oestrogène, je crois, ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est fatal. On est dans un cycle où on ne fait que rajouter de l'oestrogène sur Terre, dans l'eau, et elle n'est pas filtrée, quoi. Donc il ne faut pas se dire que quand l'eau part dans un filtre, que ça soit une phyto ou une installation collective, une station d'assainissement, tout n'est pas filtré, quoi. Donc on se retrouve avec fatalement de l'eau contaminée par des oestrogènes ou autres trucs dégueux, et fatalement on la reboit, et fatalement on en recrache encore plus, et donc on est dans un cycle infini, et donc tout ce qu'on contamine avec nos excréments, c'est trop tard, c'est fatal, quoi. Donc c'est hyper important d'essayer de ne pas souiller l'eau, et il y a vraiment un comportement très différent de toutes ces molécules-là, si elles partent dans le milieu marin ou en terre. Typiquement, tu prends l'eau, nous l'eau, c'est filtré, puis après ça va dans les marais, et après ça va dans la Loire, et après ça va dans la mer, globalement. Et alors que nous là, on prend les toilettes sèches et on les emmène dans le compost, et dans le compost, ça monte en température, ça fermente, et du coup,
on observe, il commence à y avoir des trucs qui nous font dire qu'avec la montée en température, les molécules ne disparaissent pas mais sont disloquées, quoi. Elles ne disparaissent jamais complètement, mais elles sont disloquées, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'eau. Dans l'eau, elles restent pleine et entière. Donc l'habitat est, même sur l'eau, hein, c'est une toute petite part à l'échelle individuelle de ce qu'on génère en termes de dépenses en eau, parce que nos vêtements, nos ordinateurs, notre alimentation, elle a besoin d'eau, donc ça c'est de l'eau externe qu'on prend et qu'on emmène et qu'on utilise quand même fatalement, quoi. Donc ça c'est une échelle un peu trop grande, mais il faut avoir conscience que ce qu'on importe, ce qu'on achète, ça a plus de conséquences que ce qu'on va vivre au sein de l'habitat. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire en termes de l'habitat, ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire les deux. Souvent on oppose l'échelle individuelle à l'échelle collective. On dit souvent, c'est très répandu, voilà, faut pas culpabiliser l'individu, c'est l'échelle collective que ça se joue. Moi je veux pas cliver les deux, moi je dis qu'il faut faire les deux. On n'a plus le temps de se dire c'est mieux ça ou c'est mieux ça, il faut faire les deux, et c'est des comportements individuels qui font émerger des comportements collectifs, et effectivement du comportement collectif ont des effets de bascule sur des comportements individuels par la loi, des obligations, et c'est ok, il faut faire les deux. Du coup là-dessus, sur l'énergie, c'est pareil, l'énergie qu'on utilise à l'échelle individuelle, au sein d'un foyer, tout ça, c'est une toute petite partie. Malgré ça, le plus gros poste de dépense, c'est le chauffage. Alors maintenant, je ne sais pas à quelle mesure est la climatisation vu les étés qu'on a, mais ça doit être aussi une bonne part. Je n'ai pas trop regardé de statistiques là-dessus. Mais le chauffage, ça reste la plus grosse part de dépenses énergétiques d'un foyer, et de loin. Et après, le truc qui vient assez vite derrière, c'est l'eau chaude, quoi. Toute la production, en gros, toutes les postes de production de chaleur, quoi. Transformer de l'énergie en chaleur, c'est vraiment colossal, quoi. Et donc, ça, pour tous ces trucs-là, il n'y a pas d'histoire, hein, c'est moins. Donc le chauffage, c'est moins de mètres carrés. Et si c'est pas moins de mètres carrés, si c'est juste, tu es en location, chauffer moins d'espace ou moins fort. Il y a plein de choses maintenant qu'on connaît pour augmenter son confort. On va en reparler peut-être avec la maison, mais augmenter son confort, c'est possible sans augmenter les degrés, quoi. Avec les surfaces, et on peut chauffer les corps et pas les espaces. Ça, c'est beaucoup moins d'énergie, quoi. Si tu es statique devant un PC, avoir un tapis de souris chauffant, c'est 100 watts, alors que chauffer toute une baraque, c'est des kilowatts, quoi. Et donc peut-être tu peux baisser de 2 degrés ta température de consigne et avoir un petit tapis chauffant. Voilà. Typiquement, tu mets un tapis dans ton salon si tu as du carrelage et que tu es en location, et tu augmentes ton confort, et donc tu peux baisser de 1 degré potentiellement. Il y a des petits tips à faire comme ça. Vivre dans plus petit, et donc voilà, c'est amené aussi, je voulais parler du chauffe-eau aussi. Chauffe-eau, 200 litres d'eau chaude, constante, est-ce que c'est nécessaire? Faut se poser la question, quoi. Donc il y a ce truc là, et après en termes d'énergie, je pense que si on a balayé ces sujets là, très vite viennent les postes de dépenses en termes de cuisson et de appareillage complet, quoi. Donc ça, il y a tous les appareils en veille, c'est loin d'être négligeable, notamment parce qu'en fait c'est des trucs qui sont allumés tout le temps. En fait, il faut distinguer, il y a 2 trucs à faire attention. Comme j'ai dit, il y a des trucs qui dépensent une énergie colossale rapidement, un chauffe-eau, un grille-pain, tout ça, mais ça peut être assez court. Par exemple, le grille-pain, c'est assez court, le chauffe-eau, c'est plus long. Mais il y a des trucs qui consomment très peu, genre une box internet, ça consomme finalement peut-être peu, mais potentiellement toute la journée. Et si on n'est pas toute la journée sur internet, en fait juste on met un interrupteur et on l'éteint, quoi. Moi sur la mienne, j'ai mesuré typiquement le Wi-Fi, avec Wi-Fi et sans Wi-Fi, c'est x2 en termes de consommation. Donc tu as une box internet avec le Wi-Fi, c'est 20 watts, sans Wi-Fi, c'est 10 watts. Peut-être qu'on peut couper le Wi-Fi quand on n'en a pas besoin. Moi je suis tout près de ma box, je me branche. Peut-être que l'éteindre la nuit avec juste une prise qui tourne, une prise programmable, ça coûte rien, ça va coûter 10 watts, ça va coûter 10 euros plutôt, et puis ça va faire t'économiser des watts et des watts. On n'est pas dans une adoption, quoi, forte des low-tech, c'est parce que on est contraint par le changement climatique, mais en fait on n'est pas contraint parce qu'on a toujours cette énergie abondante et tout ça. Même si on sait, on n'est pas dans la nécessité. Alors, en vrai, on est dans la nécessité, mais c'est loin, plus si loin, en vrai. Maintenant c'est pour nos enfants, quoi, c'est plus pour nos petits enfants, mais il y a ce truc là, je pense, qui joue un rôle, quoi.
Moi j'ai fait un petit bilan carbone et je suis à 3 tonnes équivalent CO2 c'est par an. Ouais, c'est ça. Pour moi, hein, à l'échelle de moi. Donc du coup c'est bien, un Français moyen c'est 10, mais c'est pas assez parce qu'à l'échelle 2050 il faudrait être à 2. C'est ce qui est préconisé par le GIEC pour pas dépasser les 1,5 ou les 2 degrés, je sais plus quel scénario. Donc c'est bien, mais il faudrait faire mieux. Et du coup vous allez voir aussi peut-être que tout ce que j'ai mis en place, ça ne permet que d'aller à 3 tonnes CO2 équivalent habitant, quoi. Donc il faut aller encore faire mieux. Dans ces 3 tonnes, il y a 1 tonne qui est imputable au collectif, au service public, voilà. Ouais. Et service public que j'utilise, quoi. Hein, donc c'est ok que je sois imputé de ça. C'est 1 tonne sur 3. En vrai, ma fille elle va à l'école, elle prend le car. Moi je me sers des routes pour mon vélo. Je suis hyper content parce que quand même des chemins toute la journée c'est plus raide. Voilà, je vais à l'hôpital. Mais c'est carrément ok que les services publics me soient imputables. Voilà, ils sont là. Il n'y a pas d'histoire. Les 2 tonnes, est-ce que c'est pas utopique? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait se couper du réseau et vivre un peu en ermite? Enfin, schématisme. Je pense pas que justement nous couper du réseau nous fasse aller. Moi je crois beaucoup justement aux effets d'échelle et il y a des trucs qu'on peut pas atteindre à une échelle individuelle, quoi. Typiquement si tu prends l'électricité, en fait au travail on en a besoin en journée. Pour travailler, je sais pas, tu fais du maraîchage ou tu es dans un bureau, tu as besoin d'électricité, que tu n'as pas besoin le soir, et ta maison pendant ce temps-là elle n'a pas besoin d'énergie, tu rentres le soir, en fait c'est là que tu as besoin d'énergie. Du coup si tu imagines que les 2 lieux ont une installation photovoltaïque autonome, tout ça, en fait tu as doublé l'installation électrique pour des besoins différés, quoi. Alors que si tu avais un réseau général, potentiellement, tu fais peut-être fois 1,2, fois 1,5, je ne sais pas, c'est très difficile d'estimer, mais en fait tu mutualises le matériel, tu mutualises l'installation, l'impact, il y a plein de choses que tu mutualises, quoi. Si on a tous des tonnes, des cuves d'eau en béton enterrées dans nos maisons, est-ce que c'est plus ou moins impactant que avoir un réseau qui nous permet d'avoir de l'eau potable gérée collectivement? Eh ben c'est pas sûr, quoi. Et pareil pour les panneaux solaires, toute la gestion énergétique, c'est impossible de dire il vaut mieux ça ou il vaut mieux ça. Et encore une fois, ce qu'il vaut mieux faire, et là où on est à peu près sûr, c'est moins, toujours moins. C'est moins d'eau, moins de transport, moins, quoi. Il y en a une qui me vient très très vite parce que c'est un quart du problème, encore une fois, de l'impact individuel, c'est le transport. Et du coup, il y a une low-tech qui existe, qui fonctionne à merveille, c'est le vélo. Et ça marche hyper bien. C'est accessible, tout ça. Bon, faut apprendre à en faire, hein, c'est sûr, mais voilà. Donc le vélo, c'est sûr, ça marche bien. Et même à la campagne, ça marche aussi. Moi, je n'ai pas de voiture. Alors maintenant, je triche un peu. J'ai un vélo électrique. D'ailleurs, peut-être que je pourrais te le montrer. J'ai un vélo électrique que j'ai électrifié moi-même. J'ai tenté de faire ma batterie, mais ça c'est pareil, j'ai fait un retour d'expérience, ne faites pas ça chez vous, c'est trop chiant à faire. Et ça marche pas longtemps. Et donc du coup j'ai électrifié mon vélo et c'est un vélo un peu porteur, je peux emmener ma fille dessus, je peux emmener les courses, j'ai une remorque. Vraiment genre en capacité d'emport, tu peux. Et un vélo électrique ça te permet d'allonger les distances à tout temps. C'était un bon équipement. Tu as un bon casque. Moi, je vais chez mes clients, je suis à mon compte, je vais chez mes clients en vélo jusqu'à Nantes. Il y a 1h15 de vélo. J'arrive, j'ai à peine la barbe de mouillé, quoi, parce que j'ai un casque avec une visière, une bonne tenue de pluie, machin, des guêtres et tout ça. Même s'il pleut du début à la fin, je suis pas mouillé, quoi. Donc un bon équipement. Et en vrai, tu vois, même ça en termes de portefeuille, en fait, tu enlèves ta voiture de ton budget mensuel ou annuel, tu peux t'acheter un très très bon vélo et tu peux l'entretenir. Tu vois, le garagiste, c'est toujours plus cher que le réparateur de vélo. Une recharge de vélo électrique, je crois que j'avais estimé, c'est de l'ordre de 10 centimes, je crois, pour faire 80 bornes. Tu vois, 10 centimes les 100 km, on va dire 15 centimes les 100 km, c'est vraiment que dalle. Donc en termes d'énergie, transporter 60-70 kg de bidoche
avec une tonne 5 de métal. C'est une aberration comparé à la même quantité de bidoche et 20 à 30 kg de métal, tu vois, juste en termes de fabrication pure, plus après d'énergie pour transporter tout ce métal. Et après, il y a la douche, donc c'est le premier poste de dépense d'eau, juste donc soit couper le chauffe-eau ou avoir un plus petit chauffe-eau si c'est possible, si t'es pas en location ou quoi. Et nous on n'a toujours pas l'eau courante sous la douche, on est avec un gant de toilette et une bassine. Et ça en termes d'eau c'est 1 litre ou 2 litres ou 3 litres si tu veux. Et en termes de low-tech, tu vois, t'as une bassine, un gant, je pense que c'est imbattable quoi. Et j'ai essayé d'aller vers la shower loop, tu vois, il y a des fois je me suis dit allez je vais vers là et tout ça et ça marche pas. Voilà. La shower loop, c'est La douche à recyclage. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu justement? Et ouais, du coup la douche à recyclage ou la shower loop, c'est un Australien je crois qui avait pondu ça. Le Low-Tech Lab l'avait documenté, mais c'est clairement un gros prototype, voire même, pour moi ça marche pas, il n'y a pas d'histoire. Et puis c'est pas que mon expérience, après avoir sondé un peu, et même l'Australien là, qui a fait ce truc là, il dit lui-même que c'est un prototype et que c'est pas fonctionnel. Donc ça serait super dans un monde idéal, mais dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas. Après il y a tout ce qui est cuisson, si tu as un peu de jardin, le four solaire c'est pas un truc très cher. Après si tu es toute la journée au boulot et que tu rentres le soir, bon c'est moins pertinent parce que du coup quand même faut être là pendant qu'il y a du soleil, donc si tu en sers que le week-end. Après c'est un objet qui est très peu impactant à la fabrication, donc en vrai tu vois, même si c'est vraiment que pour le week-end. Les toilettes sèches, voilà, c'est le deuxième des postes de dépense en eau, et puis ça a un vrai impact pour le coup si on parle au-delà d'impact carbone et tout ça, c'est un vrai impact sur le milieu naturel, aquatique, tout ça, c'est un vrai impact fort sur la biodiversité et tout ça. Donc je dirais que c'est aussi un truc que tu peux faire en loc, tu peux prendre une boîte en bois ou acheter une boîte en bois, faire un trou, mettre un seau au fond et c'est parti, tu as un toilette sèche et toi tu le mets à côté. Si tu es vraiment chaud, tu démontes ton toilette et tu le mets à la place. En tout cas, je pense que c'est bien de condamner ces toilettes à eau parce que sinon très vite le toilette sèche est plein machin et du coup tu vas te dire la flemme, je vais dans mes toilettes à eau et à la fin tu finis par plus l'utiliser. Après il y a les composts partagés maintenant vu qu'ils sont obligés de recycler les composts, les déchets verts et tout ça. Je doute que tu puisses mettre du compost de toilette sèche. Après peut-être que ça se négocie ou ça se voit ou ça voilà, je ne sais pas du tout ça. Mais c'est peut-être une piste. Je sais qu'il y a certaines initiatives très locales qui récoltent les toilettes sèches quoi. C'est assez marginal ce truc là, je pense que c'est à l'étape de test. Mais sinon après le toilette sèche en soi, c'est ce que je dis, tu le mets à côté de tes toilettes sèches ou dans ta salle de bain si tu n'as pas de place ou à la place d'eux. Où j'ai des copains qui avaient fabriqué un trône au-dessus de leur toilette à eau, parce qu'ils étaient en coloc. Ils avaient fabriqué une planche, ils avaient mis une cuvette par-dessus, etc. Et du coup, tu montais, il y avait 3 marches pour monter sur le trône des toilettes sèches. Donc, si on prend l'exemple d'une machine à laver en termes énergétiques, la machine à laver, c'est un bon exemple de low-tech qui pourrait fonctionner ou dysfonctionner, ou sur lequel il n'y a pas beaucoup de retour d'expérience, je trouve. Typiquement, une machine à laver qui tourne. Alors une machine à laver classique qui tourne et qui chauffe de l'eau, c'est 2000 watts, ça dépend beaucoup des machines, de la taille. On va dire que c'est 2000 watts pour simplifier, parce que chauffer de l'eau c'est très énergivore. Et si on prend la même machine mais qu'on la fait juste tourner, donc on ne chauffe pas cette eau, là on tombe à 150 watts. Donc le gap il est énorme quoi. Après ça va être 2000 watts pendant peut-être, je ne sais pas exactement combien de temps, mais un quart d'heure, 20 minutes. Donc sur l'échelle d'une journée, peut-être c'est relatif. À mon échelle à faible consommation, c'est beaucoup. Mais du coup, cette eau chaude là, on pourrait la produire différemment et l'envoyer dans la machine différemment. Par exemple, avec du solaire thermique. Et le solaire thermique en termes de low-tech, c'est pour le coup, c'est un fluide, ça peut être de l'eau derrière une vitre et puis ça chauffe de l'eau quoi. Tu vois, c'est vraiment bête. Et c'est de l'eau chaude gratuite et low-tech pendant 9 mois de l'année quoi.
Et l'hiver, c'est préchauffé. Donc c'est toujours si tu montes de l'eau chaude, si tu essayes de chauffer de l'eau et tu pars de 12 degrés ou tu pars de 18, c'est toujours des watts en moins que tu as besoin pour monter cette eau chaude à, je sais pas, une machine c'est 30, 40, ça dépend. Et en vrai, c'est une installation solaire thermique, c'est rentabilisable, quoi. Même si tu le fais faire par un pro et en plus c'est subventionné et tout. Donc en vrai, il faut le faire, quoi. Tu vois, c'est le premier truc à faire, quoi. Isoler sa maison, c'est bien, quand ça consomme moins d'énergie. On a dit que le chauffage, c'était le premier poste de dépense énergétique, donc il faut isoler sa maison. Et le deuxième truc, c'est le chauffe-eau, du coup, faut travailler là-dessus aussi, quoi. Alors ouais, sur le volet autonomie, du coup moi quand je faisais les formations sur l'autonomie électrique solaire, donc sur le photovoltaïque autonome, et je voyais bien que ça tiraillait entre le côté financier, écologie, tu vois, économie. Tu vois. En gros, ça tournait autour de ça, souvent les tiraillements, pourquoi les gens sont là, tout ça. Alors je vais tout de suite dire que l'autonomie, ça n'est pas économiquement viable, sinon tous les radins y seraient. On serait vachement plus nombreux à être débranchés du réseau électrique ou à avoir des cuves de récupération d'eau ou je ne sais quoi. Ça, c'est clair. Parce que le kilowatt est encore trop bas. Et peut-être qu'après-demain, le kilowatt va monter, mais même s'il fait x2, on a encore de la marge. Hein, et puis on ne va pas prédire l'avenir. Donc autant tenter, c'est clair. Pas, et même je pense qu'à l'échelle de plusieurs années, c'est toujours pas rentable, économiquement parlant. Donc faut pas le faire pour ça, quoi. Alors après il y a des aspects techniques. Moi je suis allé vers l'autonomie électrique aussi parce que je suis dans un champ. Si je voulais de l'électricité, voilà, soit il fallait ramener de l'électricité, du coup c'était un peu ça aussi l'enjeu. J'étais en yourte, du coup il fallait pouvoir être déplaçable et avoir quand même toujours un peu ce truc là de. Je me disais l'eau on arrivera toujours à ramener 10 litres d'eau par-ci par-là, c'est toujours faisable. L'électricité, faut tirer les câbles, tout ça, quoi. C'est toujours. Donc il y avait ce truc là, moi je suis allé un peu pour ça. Je pense que j'avais quand même cette vision que je pensais que c'était autonome. Maintenant j'ai quand même pas mal changé de vision là-dessus. Parce que je pense que si demain tous les foyers sont autonomes, si on a mis des panneaux solaires sur tous les toits des maisons en France, on a empiré le problème. Enfin ça c'est pas moi qui le dis, hein, les études montrent que si on produit tous les minerais rares qu'il faut pour mettre des panneaux solaires sur tous les toits de maison en conservant ce même niveau de confort et de dépenses énergétiques, il n'y en a plus des minerais, donc on ne pourra plus faire des panneaux, donc on aura sustenter notre besoin au moment T, mais demain on peut plus. Voilà, donc on a mis à nu tout ce qu'on pouvait faire. Donc ça n'est pas, encore une fois, ce qu'il faut faire, c'est moins. Alors après, moi je dis quand même merci à cette période-là où j'ai été autonome, parce que du coup ça m'a permis de vivre avec moins et de ne pas croître en fait. Tu vois. J'ai fait mon installation électrique autonome. Quand tu l'as fait, c'est comme quand tu as un puits, quoi. Il a une certaine profondeur, j'ai une certaine quantité de panneaux, de batteries, et peu importe ce qui se passe, j'ai ça en fait. Je peux pas acheter un nouvel appareil électrique sans rogner sur un autre ou en l'utilisant quand il y a du soleil et tu vois pas la nuit. Enfin, il y a toujours un truc de négociation avec ce que tu as, quoi. Ou l'utiliser que l'été quand il y a vraiment beaucoup de soleil. Voilà. Et donc il y a ce truc là où j'ai pas pu croître pendant 8-9 ans. J'ai pas pu croître en besoin. Et donc ça, c'est sûr que ça a fait que j'en suis là. Il n'y a pas d'histoire, quoi. Donc je dirais bien que ça serait cool que tous les Français passent 2-3 ans de leur vie à être autonomes, parce que c'est vraiment à une échelle de temps conséquente qu'on acquiert des vrais gestes et que c'est des vraies habitudes, quoi. Tu vois, si je te reprends le truc de l'eau, qu'on a notre bidon d'eau propre qui se vide dans un bidon sale à la yourte, quand on remplissait notre bidon, je pense que là on a acquis un vrai, ça a duré 3 ans, je sais plus exactement, on a vécu 3 ans comme ça, et du coup quand on a mis l'eau courante au robinet dans la yourte, ce qui est arrivé plus tard quand on a déménagé, notre consommation d'eau n'a pas augmenté, tu vois. Alors ici c'est le mini-masse, c'est le petit poêle de masse d'Agirlotech. C'est un petit poêle qui est conçu pour les petits habitats légers et mobiles, et qui est fait qui a été pensé dans l'idée de satisfaire tous les besoins de chaleur d'un petit habitat. Petit habitat, donc petit poêle. Un poêle de masse, c'est souvent un peu plus gros que ça, un peu plus massif. Donc là, celui-là, il a été dimensionné pour les petits habitats. Un petit habitat, c'est maison de 40 mètres carrés jusqu'à 100 mètres carrés, très 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 bien isolé, ou très bien pensé. C'est un peu la limite haute. Ou les yourtes, tout ça, parce qu'il a été conçu pour être aussi semi-démontable, avec des grands linteaux qu'on peut démonter assez facilement en une petite journée, et on peut le déplacer, ça pèse moins lourd.
Un poêle de masse, donc là il faut imaginer qu'il y a un conduit parce que le conduit de cheminée n'est pas raccordé parce que j'ai ramoné, du coup j'ai défait le conduit, mais il faut imaginer que c'est pas du wifi. Sur ce petit poêle on a quoi? On a une plaque de cuisson ici qui est en contact avec le feu, qui a des ailettes ici qui conduisent la chaleur du foyer qui se trouve à l'intérieur et qui conduisent la chaleur sur le poêle, ce qui permet de cuisiner sur le poêle. Et on a aussi à l'intérieur, donc à l'intérieur c'est là où on fait le feu, et à la fin de la flambée on peut cuisiner à l'intérieur du poêle de masse. Donc typiquement, moi je fais mon pain dans le poêle, et puis derrière, après le pain il est encore très très chaud, tu peux encore faire une tarte, des cookies, enfin, tu peux faire au moins 2 ou 3 cuissons si tu as envie. Donc ça c'est la partie, c'est un four noir, donc ça veut dire que c'est un four où on a mis le feu quoi. Et c'est à la fin de la flambée, ou quand il n'y a plus de flamme, que ça tombe en braise, que là on ferme l'arrivée d'air, et là on peut cuisiner dedans. Parce qu'après il n'y a plus de feu. Tu mets tes aliments au-dessus, du coup, tu les mets vraiment... Je les mets direct ici. Alors je mets une brique souvent à la place du bois, là, tu vois, là, le bois, le bois il est consumé. D'accord. Et après je mets une brique pour pas que le plat soit en contact avec les braises trop chaudes. Ouais, voilà, c'est ça. Je mets une brique et après je mets mon plat dessus. D'accord, ouais, comme un barbecue en fait, mais ouais, c'est un peu ça, ouais. Sauf que là, il y a toutes les parois qui rayonnent sur le plat, ça vient pas que du dessous, quoi. D'accord. Ici, c'est l'arrivée d'air. Donc sur un poêle de masse, ce qu'on fait, c'est que... donc là, j'ai chargé mon bois. Je vais parler du bois, déjà. Ça, c'est typiquement ce que je mets comme section de bois. J'en mets 6 des comme ça. Ça fait un équivalent à peu près de 3 kg de bois. Parce que mon foyer est conçu pour 3 kg de bois. Alors celui-ci est conçu pour 3 kg de bois. Maintenant, le Minimass, celui qui est documenté par Agirotech, il est plutôt à 5 kg de bois. Donc il est un peu plus puissant, parce que c'était un peu limite pour tous les habitages en yourte, 3 kg. Mais moi c'est un 3 kg de bois, et donc du coup voilà, avec des sections comme ça, j'en mets 6, et ça me fait un feu d'à peu près 1 heure, et ça génère 24 heures de chaleur. Donc ce qui fait que moi, le soir, souvent c'est le soir, j'allume mon feu, et le matin il fait la même température que le soir, et le soir, là, c'est pareil, la température n'augmente pas comme avec un poêle en fonte ou en métal très réactif, où on a vite très très chaud, trop chaud, et après ça redescend très très vite. Là c'est pas du tout le cas, là la montée en température est hyper progressive, ça monte de 1 degré, 1,5 degré, 2 degrés max, et la redescente elle est hyper stable aussi, quoi. Parce que c'est un foyer dans lequel on brûle du bois de façon vive, donc on émet peu de particules fines, on ne pollue pas beaucoup, et c'est les briques réfractaires qui stockent cette chaleur, et après c'est cette chaleur qui est diffusée par rayonnement dans la maison, quoi. Et qu'est-ce qui fait que c'est aussi progressif en fait? Il y a une particularité dans ton poêle C'est le poids, c'est surtout le poids en fait, et la quantité de briques que tu mets qui va absorber cette chaleur et la restituer. Si tu avais un poêle très léger, typiquement un poêle en métal, t'aurais ce côté très réactif et ce côté qui rayonne pas longtemps. Et donc c'est principalement l'inertie du poêle, donc son poids, qui fait que, bon, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a le parcours des fumées aussi, le parcours des gaz, qui fait qu'on essaie de maximiser le passage. C'est un poêle sur le modèle autrichien, parce que les Autrichiens ils sont plus longtemps que nous à faire des poêles de masse, et ils ont des modèles en labo qui permettent de dimensionner des poêles. Donc on va dessiner un parcours de fumée et tout ça, et puis à la fin on sait de façon théorique si ça va bien brûler ou pas bien brûler. Bien brûler, ça veut dire que ça tire suffisamment, parce que le feu c'est un mélange d'oxygène, de combustible, voilà, c'est un espèce d'équilibre, et s'il y a un truc qui est déséquilibré, soit ça va pas tirer, soit ça va trop tirer, et en sortie ça peut polluer, ou ça peut... c'est plus ou moins ouf. Donc on est parti de ça, mais ils n'avaient pas de modèle mathématique pour des tout petits foyers comme celui-là. Du coup, on a été obligé d'extrapoler un peu le modèle, et c'est tout l'objet de la recherche qu'on fait au sein d'Agirotech, c'est du coup d'essayer de faire en sorte que ça marche bien, et encore de mieux en mieux pour un petit foyer, quoi. Et du coup, à la construction, combien de temps ça met? Quels sont les matériaux à récupérer? Toi, tu aides aussi si des gens veulent fabriquer leur poêle, tu es là aussi en support.
Ils peuvent faire ça ou faire ça chez eux eux-mêmes facilement. Comment ça se passe? Alors, au sein d'Agirotech, nous, on fait juste de la R&D, donc on fait juste de la conception, on diffuse les plans, et après chacun fait comme il veut. Mais quand même, dans Agirotech, il y a des loulous qui ont lancé des stages, donc tu peux venir pendant une semaine, donc ça dure 5 jours souvent, et tu viens et tu construis ton poêle de masse avec eux, et vu que c'est un poêle qui est relativement léger, qui fait 400 kg, et il est semi-démontable, donc en fait toute cette partie-là que tu vois, c'est des grands linteaux, donc tu peux c'est maçonné à l'argile réfractaire, donc tu peux les désolidariser les uns des autres, et au remontage c'est assez facile à faire. Ah oui d'accord, tu peux le démonter. Voilà, et il y a la partie au milieu où il y a une autre partie de briques qui est le foyer. En gros, c'est comme si tu avais une boîte dans une boîte là. Une boîte de briques dans une boîte de briques, et la partie au milieu, la partie du foyer, tu vois, elle est large comme ça. Pas plus large que ça, et donc celle-ci tu peux la mettre sur un diable, elle pèse 150 kg, tu peux la mettre dans une voiture quoi. D'accord. Donc du coup tu peux le fabriquer en stage et après aller l'installer chez toi. Tu as appris à maçonner de briques, c'est pas très dur, faut essayer de les maçonner droit quoi. Et zou quoi. Donc en gros c'est les matériaux qui constituent un poêle de masse, c'est l'écrasante majorité c'est des briques réfractaires, et donc des briques cuites. Et de la métallerie pour toutes les parties amovibles, les portes, tu vois, les clapets, la plancha, tous les trucs comme ça quoi. Bon après il reste des petits matériaux genre de la tresse, du verre et des trucs comme ça, mais c'est assez peu. Vous êtes à quelle consommation de bois là par an? Et là du coup nous c'est 3 kg de bois par jour, ce qui fait à peu près annuellement une consommation de 0,5-0,7 stères par an. Ça dépend des hivers. Donc moins d'un stère de bois par an pour chauffer les 50 mètres carrés là, de maison quoi. Ce qui est pas beaucoup, d'autant que, alors ça pourrait être encore mieux toujours, hein, mais c'est un poêle qui satisfait nos besoins de chauffage, donc ça c'est l'écrasante majorité du besoin, et de cuisson aussi. Dès que le poêle est allumé, on met une soupe dessus, on met un pain dedans, et ça nous chauffe de l'eau aussi. Ça, on va en parler un peu après. Donc, donc on a déjà dit que le poste de dépense énergétique l'eau c'était loin d'être négligeable. Donc le fait que le poêle de masse fasse un peu tout ça, et après le poste, après l'eau chaude, il y a pas loin il y a la cuisson. Et ben tout ce bois brûlé, c'est pas tant, et c'est surtout pas tant aussi au regard des autres besoins que ça couvre quoi. Ça fait qu'on utilise moins de gaz, pas d'électricité pour chauffer de l'eau, etc. L'hiver, en tout cas, quand le poêle est allumé. Et en termes de dimensionnement, là vous avez 50 mètres carrés, il faut un poêle. Là, c'est quel volume du coup pour ce poêle-là pour la superficie 50, du coup là celui-là il est à peu près grand comme une machine à laver, il fait 60 par 60 par 90. Et c'est carrément correct, c'est même limite un petit peu surdimensionné, mais parce que la maison est très bien isolée vu que c'est des bottes de paille qui ont un R de 6 et tout ça, donc voilà, ça pourrait être mieux. Et donc un foyer comme ça, comme dans tous les foyers, on ne fait pas d'allumage par le dessous comme faisaient les vieux, on fait un allumage par le dessus ou par l'avant limite, pour limiter, je crois que c'est 80% d'émissions de particules fines en moins, le fait de faire un allumage comme ça. Et les particules fines, c'est vraiment dégueulasse pour la santé des hommes, sûrement pas que. Donc on fait pas ça, et on dit que ce type de poêle correspond bien aussi, on avait ce truc là chez les anciens, ils laissaient toujours de la braise, ils adoraient que le matin il y ait de la braise, et puis du coup ils pouvaient remettre une bûche, c'est reparti. Mais ça nécessitait de laisser une bûche couvée à très très faible tirage toute la nuit, et ça c'est vraiment vraiment dégueulasse comme comportement. Il y avait Guillaume, le copain d'Agirotech là, il avait fait un calcul, c'est faire ça, donc laisser une bûche toute la nuit à très faible tirage, c'est comme si tu prenais ta voiture et tu faisais des tours de périph' toute la nuit. Un vieux diesel qui fait des tours de périphérique toute la nuit, c'est exactement la même quantité d'émissions de particules fines. Donc faut éviter ce genre de comportement, et si t'en es là, c'est souvent parce que dès que tu coupes ton poêle, il fait froid, et du coup soit faut que tu isoles ta maison, ou soit faut que tu aies plus d'inertie dans ton poêle. Ou voir les deux, mais c'est généralement que ton moyen de chauffage n'est pas adapté à ton besoin de confort quoi. Et donc dans ce poêle là c'est impossible, ça n'a pas de sens de faire ce truc là, du coup là la flambée elle est vive, et du coup elle
c'est impossible, tu peux pas régler le tirage à moindre, donc tu es toujours soit à fond, ce qui fait que ça brûle bien, soit arrêté. Oui, c'est ça. Là, les copains qui viennent à la maison, par exemple, j'ai jamais besoin de... Il y a un copain qui voulait construire sa maison, je l'ai pas eu à le convaincre d'installer un poêle de masse. En fait, ce qui vient à la maison le convainc qu'il voit jamais le poêle d'allumer, et pourtant il fait toujours bon, quoi. Donc j'ai jamais eu à lui dire « Ah, t'installerais pas un poêle de masse ?» C'était évident pour lui d'installer un poêle de masse, quoi. Et donc le poêle de masse, il fonctionne, un truc que je voulais vous dire, c'est que le poêle de masse fonctionne par rayonnement. C'est un type de chaleur qui est émise, ce qui n'est pas le cas d'un poêle traditionnel, qui fonctionne plutôt par convection. La convection, c'est de l'air qui est chauffé et qui monte et qui redescend. En gros, ça crée des mouvements d'air. Alors que le poêle de masse, lui, il génère un peu de convection, mais surtout du rayonnement. Et donc le rayonnement, c'est juste la brique qui va être chaude, et à partir d'une certaine température, elle va émettre un rayonnement. Et ce rayonnement, il est hyper confortable pour l'homme parce qu'il nous traverse. Moi, je dis souvent que le poêle de masse, c'est de la chaleur qui nous traverse, et qui nous réchauffe de l'intérieur, alors que la chaleur par convection, c'est de la chaleur qui nous caresse. Donc elle vient nous caresser le dessus de la peau, mais pas vraiment en profondeur, quoi. Et ça, on l'a vite constaté, même ne serait-ce qu'avec nos murs, parce que du coup, le rayonnement, ça se transmet d'une masse chaude vers une autre masse chaude. Donc considérant que nous, on est une masse, s'il y a un différentiel de température, si moi je suis en surface, je suis à 30 et que le poêle est à 60, et ben il va me rayonner je vais prendre de ces calories, quoi. Et pareil pour nos murs et notre sol. Quand on a vécu dans cette maison 1 an avec un poêle classique, et le poêle classique, voilà, des fois on montait à 24, 25, parce qu'il fait trop chaud trop vite, quoi. Et en vrai, en une demi-heure de feu, t'as trop chaud. Et les murs, ils étaient montés à 19, et on éteignait le poêle, et très vite, ils redescendaient à 17 au bout de 2 heures, quoi. J'ai des courbes sur mon blog qui montrent ça. Et alors que là, avec le poêle de masse, au bout de 3 flambées, les murs ils étaient montés à 20, 19, 20, 21, et ils bougent pas. Ils bougent pas de l'hiver. Et ça, le fait d'avoir une paroi chaude, ça, tu gagnes en confort par rapport à si tu avais une paroi froide, parce que le confort thermique, ce qu'on ressent, pour schématiser, c'est une moyenne entre la température de l'air, donc celle qu'on mesure au thermomètre, et la température des parois, celle qu'on mesure avec un thermomètre infrarouge. Ça donne la température des parois. Et donc si tu as une température de paroi, imaginons que tu as un mur en brique ou en pierre pas isolé qui est à 10 degrés et que ton air il est à 20, dans ton corps tu ressens 15, alors que tu vois sur ton thermomètre il fait 20. Tu te dis putain. C'est ça, c'est la température ambiante plus la température des murs divisée par 2 en fait. Ouais, c'est ça, c'est la moyenne. Enfin, plus, voilà, que tu dis, c'est divisé par. C'est la moyenne des deux. Ouais, complètement. Et donc c'est d'autant plus ça qui fait que le poêle de masse c'est confortable, c'est que ça réchauffe les masses, donc ça va réchauffer le sol en profondeur, pas juste en surface. Puis là, tu as des murs en terre et argile, donc ça capte aussi, il y a une certaine inertie. C'est ça, c'est parce qu'on a de l'inertie au mur qu'il faut. En fait, c'est super de mettre de l'inertie dans une maison, mais si tu as un poêle à convection, ou un moyen de chauffage à convection, ça n'a aucun sens, parce que du coup tu vas jamais réchauffer cette masse, et du coup tu vas avoir cette masse qui va être là froide et qui va pas t'apporter de confort, quoi. Tout à fait. Donc, et ça peut me faire rebondir sur le fait d'isoler une maison par l'intérieur ou par l'extérieur. Ça c'est le truc en fait, si tu mets ton isolation à l'extérieur, du coup tu gardes ta masse à l'intérieur, et du coup si tu réchauffes cette masse, c'est d'autant plus confortable et la température est stable, alors que si tu mets ton isolant à l'intérieur, tu bénéficies pas de cette masse, donc tu n'as aucune batterie thermique. Du coup là tu peux avoir des variations de température, été comme hiver d'ailleurs. L'été, les maisons les plus confortables, c'est les maisons en pierre qui ont des gros murs, ça reste frais longtemps, quoi. Et c'est ce truc là, quoi. Et ça on peut faire le parallèle avec l'image de la bouillotte. Personne n'aurait idée de mettre la bouillotte sur son lit. On met tous notre bouillotte dans notre lit. Et la couette, c'est notre isolant. Et donc l'inertie, on la garde à l'intérieur. Et l'isolant, on le met à l'extérieur du mur. Enfin, à l'extérieur, en tout cas à l'extérieur, on essaye de faire en sorte que notre batterie thermique, là, qui est notre pile, dans l'exemple de la bouillotte ou dans l'exemple de la chaleur, elle soit à l'intérieur, et que l'isolant il soit derrière, quoi. Et c'est pas l'inverse. Et donc je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas ça dans toutes les maisons. L'isolation. Alors que la norme, c'est plutôt l'isolation par l'intérieur.
Ouais. ce qui est contre. Mais du coup, l'isolation par l'intérieur, il y a quand même une couche d'isolant, donc ça garde cette Alors, chaleur. oui, mais du coup, ça garde la chaleur, parce qu'effectivement, l'isolant, il est là. En gros, il faut imaginer qu'un isolant, ça ralentit le transfert de chaleur, parce que c'est fatal, ça arrivera forcément à l'équilibre. Le chaud cherche à aller vers le froid, ça cherche toujours à s'équilibrer. Ouais. Donc la chaleur que tu produis à l'intérieur, il va forcément chercher à sortir, et du coup, l'isolant, plus t'en mets, plus ça retarde ce moment. Oui. Et la batterie, le mur, l'inertie, ça cherche plus à accumuler. Ouais. Donc ça a un autre enjeu, et du coup l'accumulation, ça a l'enjeu plutôt de lisser la température. Et donc par exemple l'été, nous ici, même s'il fait 37 dehors, on arrive à maintenir 22-23 pendant 5-6 jours, quoi. Parce qu'on a de l'inertie et que l'isolant il est dehors. Mais si c'était l'inverse, si tu avais mis ton isolant à l'intérieur et ton inertie à l'extérieur, bah, potentiellement, jour 2, il fait déjà 30 dans la baraque. J'ai connu des maisons dites passives qui effectivement ne consommaient pas de chauffage l'hiver, donc zéro besoin de chauffage, parce que grosse baie vitrée, parce que machin, parce que truc, mais l'été, invivable. Parce qu'aucune inertie à l'intérieur, ils ont tout mis sur l'isolant, aucune inertie, et du coup, l'été, en plus les grandes baies, là, plein sud, avec les chaleurs qu'on a, maintenant ça marche plus, quoi. Ils y reviennent, quoi. Ils se disent, ah ouais, non, ça marche plus, ça. Parce qu'on pense à l'isolation, mais il y a l'inertie aussi. Et l'inertie, pour le confort d'été, c'est primordial, et le confort d'hiver, c'est super. Par contre, il faut avoir un moyen de chauffage qui réchauffe cette inertie, parce que si t'en mets trop et que tu n'arrives jamais à la chauffer, ça va être inconfortable, quoi. Et donc ce petit poêle de masse, en plus de faire de la popote dessus, dessous, dedans, du coup on chauffe de l'eau à l'extérieur, donc sur la paroi, j'ai mis un tuyau d'eau qui passe comme ça, un tuyau de cuivre, que j'ai tartiné de terre. Et du coup, ce tuyau, il y a de l'eau qui circule dedans, et il n'y a pas de moteur ou de pompe, ça fonctionne en thermosiphon, donc le thermosiphon c'est, en gros c'est une boucle fermée, qui va dans le chauffe-eau et qui redescend avec un échangeur. Mais l'eau qui est dans l'échangeur n'est pas la même eau que dans le ballon. Et l'eau froide qui arrive en bas, elle est réchauffée le long de la paroi, et l'eau chaude prenant plus de place que l'eau froide, elle s'expanse, et du coup elle pousse l'eau vers le ballon, et du coup les échanges de calories se font là-bas. Et après, quand ça ressort du ballon, c'est devenu froid parce qu'on a échangé avec l'intérieur du ballon, et du coup ça redescend froid, etc. etc. Alors nous c'est un petit poêle de masse, du coup tout est petit, donc c'est petit ballon d'eau, et aussi parce que petit besoin et tout ça. Donc c'est un ballon d'eau chaude de 20 litres, et le poêle de masse est à peine suffisant, enfin en tout cas celui-là avec 3 kg de bois, et une seule paroi, peut-être qu'il faudrait que je mette une deuxième paroi. Il est suffisant pour il nous fait de l'eau chaude à 35-40 l'hiver, ce qui est très bien pour prendre une douche, mais t'as pas beaucoup de tampons, quoi. C'est un ballon de camion. Un ballon d'eau chaude de camion, et l'échangeur il n'est pas fait pour les poêles de masse, il est fait pour les circuits de refroidissement moteur. J'ai jamais qu'un échangeur, donc c'est juste un fluide qui va dedans. Oui, et puis du coup, tu peux nous expliquer comment tu fonctionnes pour la douche Pour la douche, c'est pas trop compliqué. Du coup, le truc low-tech, c'est ça là. Ouais. C'est un gant de toilette et il y a une bassine dedans, et là c'est un baquet, là c'est un truc en galva. Et que j'ai percé au fond, que j'ai mis une bonde. Et puis juste j'ai l'évacuation de l'eau, mais pas l'arrivée d'eau. L'arrivée d'eau, on prend l'eau au robinet. Vous prenez l'eau ici du coup. Que soit on a fait chauffer via le ballon, soit avec le surplus d'énergie solaire, soit sur le poêle aussi, ça peut nous arriver de mettre une gamelle, soit au gaz si vraiment il n'y a rien de tout ça. Mais bon, il te faut pour se laver au gant avec une bassine, il te faut 2 litres d'eau max, quoi. Et comme on peut le voir, ça serait pas beaucoup plus compliqué de rajouter. Enfin, le ballon est juste au son, on pourrait facilement mettre une arrivée d'eau dans la douche. Mais c'est un vrai choix d'autocontrainte là pour le coup. Pour pas gaspiller cette eau c'est précieuse par rapport au fait que c'est le premier poste de dépense potentiel, et du coup si on veut être rationnel, on prend le premier poste et on essaye de travailler dessus, et du coup exactement. On n'a pas trouvé mieux pour l'instant, quoi. Puis ça fonctionne, quoi, au moins. C'est ça fonctionne tout le temps, le gant il tombe jamais en panne. Il est top ce gant. Voilà. Pour là il n'y a pas grand chose à dire.
On a pas mal de petits stockages alimentaires. Nous, ici, ça a longtemps été un garde-manger. Bon, là, en ce moment, un peu moins, parce qu'on a fait l'extension avec le cellier, je vous montrerai après. Ouais. Là, on a un petit frigo pour l'été. Donc, en ce moment, c'est l'été, donc il est en route. Ouais. Et l'hiver, il est éteint. On est parti de là-dessus parce que l'été, il y a de l'énergie solaire. Comme on parlait d'énergie intermittente, l'intermittence fait qu'il y a du soleil en été, et du coup, il n'y a pas trop de difficulté, même en autonomie, à avoir un petit frigo. Par contre, l'hiver, il y a moins de soleil, et du coup, c'est beaucoup plus dur d'avoir de l'énergie pour un frigo. Ouais. Ça, un frigo comme ça, un petit, je crois que c'est un 70 litres, ça consomme 250 watts/jour, ce qui était quand même pas loin d'être un quart de notre consommation hivernale. Et du coup, se rajouter un quart de consommation, ça allait être problématique dans le sens où, vu que c'est le moment où tu n'as pas trop de soleil, il faut que tu stockes plus d'énergie, donc plus de panneaux, plus de batteries, etc. On était quasiment juste avec. Si on voulait rajouter le frigo, il fallait quasiment doubler notre install solaire si on voulait avoir du. Et en vrai, c'est énorme. Est-ce que c'est pas un peu couillon d'avoir un frigo qui fait du froid l'hiver, alors qu'on essaye de réchauffer cet espace, et que de l'autre côté du mur, il fait froid? Il y a un truc un peu de confort qu'on a quand même perdu un peu la notion de ce qu'on veut. Alors après, c'est aussi débile en ce moment d'avoir un frigo dans cet espace-là, parce que s'il fait très chaud, le frigo, ça dégage de la chaleur à l'extérieur, du coup ça te ramène de la calorie là où tu peux être en canicule. Donc déjà, on coupe le chauffe-eau tout le temps dès qu'il fait chaud, mais là en plus, ça, c'est encore un truc un peu couillon, mais si tu le mets dehors, il consomme encore plus, encore plus, donc faut trouver l'équilibre. Mais ouais, voilà, du coup, petit frigo et allumé juste l'été. Et c'est vrai que ça, c'est le genre de truc comme les toilettes sèches. J'ai l'impression que ça serait difficile de revenir en arrière avec ce truc de marcher sur la tête, de chauffer un espace, refroidir un autre petit espace, alors que toujours de la dépense énergétique, alors que l'énergie dehors, il fait froid, quoi. Oui, puis c'est énorme de doubler le nombre de panneaux solaires rien que pour un frigo. Enfin, Ouais, c'est là où on se rend ouais. compte que Pour un petit frigo. C'est énergivore. Enfin, Et sur le côté alimentaire, il y a quand même un truc à faire et à réfléchir. Nous, alors on est végétarien, du coup c'est aussi un peu plus facile tu vois, en termes de delta de température, ça peut être un peu plus variable. Quand tu as du fromage ou des trucs comme ça va. Le fromage, ça se stocke. Donc voilà, si tu as de la viande, c'est vrai que la chaîne du froid, c'est un peu plus important. Mais pour le coup, voilà, le mettre nous, on a eu un garde-manger à l'extérieur, au nord, abrité de la pluie. Et maintenant, on a un petit cellier, donc c'est encore plus confort. On n'est même pas obligé de sortir de la maison. Mais très longtemps, ça a été juste un garde-manger, une boîte en bois avec un grillage. En termes de low-tech, c'est vraiment imbattable par rapport par rapport à un truc comme ça. Donc, et puis ça, c'est un truc que tu peux faire demain. Si tu as une fenêtre au nord, tu peux, même si tu es sur un balcon, tu peux mettre tes aliments à l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est le côté frigo. Et le côté congèle, ça, pour le coup, nous, on a fait une croix dessus parce que c'était beaucoup trop énergivore en autonomie. Et du coup, on a réussi à trouver des solutions. En fait, c'est toujours dans la contrainte que tu arrives à créer ou à réinventer. Voilà, on n'avait pas assez d'énergie pour avoir un congèle, parce que le congèle, pour le coup, c'est pas que l'hiver, c'est toute l'année qu'il faut. Enfin, c'est pas que l'été, c'est toute l'année qu'il faut l'avoir. Du coup, pas de congèle, et du coup, faut trouver d'autres solutions. Alors nous, on fait pas mal de lactofermentation, notamment de l'eau, de la saumure, quoi. De la saumure, et tu fais tremper tes légumes dedans. Dans le four solaire, on fait de la conserve, quoi. Enfin, trouver d'autres façons de conserver ses aliments que au congélateur. Le congélateur, c'est pratique, c'est super, tu ouvres le truc, tu balances dedans, et c'est terminé. Et c'est, encore une fois, on touche à notre besoin de confort. Quand on essaye de faire autrement, en faisant des bocaux, en faisant de la lactofermentation, complètement. Plein de trucs comme ça. Revenir à ce qu'on faisait avant, finalement. Et en plus, tu peux avoir t'as les bons légumes du soleil l'hiver, en fait, que tu as gardé en conserve. Les nutriments, c'est hyper sain de manger de la lactofermentation, c'est hyper sain. C'est 250 watts/jour. Sachant que nous, on est à 500 watts/jour par personne. Après, c'est pas tant avoir un tout petit frigo ou un très grand frigo, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts sur l'optimisation des compresseurs, sur les tout petits.
Du coup, ça double pas si tu as un frigo 2 fois d'accord. plus grand. Ok. Il y a un facteur d'augmentation, mais c'est pas tant que ça. C'est pas tant Alors ça. que sur un congèle, là, l'augmentation énergétique, si tu as D'accord. un frigo qui fait congèle, Ouais. là, pour le coup, il y a un petit gap énergétique. Alors, D'accord. je vais dire des conneries, donc je vais pas donner trop de chiffres parce que ils ont quand même, ça fait partie des trucs où ils ont quand même bien bossé maintenant avec la norme, avec les gaps là, A, B, C, D. Ouais. Et maintenant ils ont ouais. bien compris les gens que quand même c'était dans leur intérêt. Parce Ouais. que typiquement ça c'est un truc qui consomme, on a dit tout à l'heure, les trucs qui sont problématiques, c'est les trucs qui consomment tout le temps. Un frigo en vrai ça consomme pas tout le temps, mais c'est 10 minutes par heure. Donc c'est quasiment tout le temps quoi, toute la journée, jour et nuit, Ouais, tout ça. complètement. Ouais, là où ça se joue le plus, c'est sur le congélateur, surtout quoi. Bah en ouais. fait, parce qu'on pense économiser en énergie en ayant un plus petit frigo et au final, pas tant que ça. Ça joue Pas plus tant sur le sur la congélateur, taille. quoi. Ouais, Ouais. D'accord. et après, ouais. Ok. Ouais, voilà. Ok. Si, peut-être ici, je vais te montrer vite fait que j'ai tout. Là, ici, c'est le poste de pilotage énergétique. Ouais. Donc, j'ai les batteries de vélo, j'ai mes batteries Makita, l'outillage, et ça pilote le chauffe-eau. Et du coup, c'est par ici que j'ai mis un Ah peu oui. d'électronique pour piloter le surplus d'énergie solaire au moment où il y a du surplus, quoi. D'accord. D'accord. Donc avec une sorte d'ordre de priorité, des trucs qu'on peut forcer, qu'on peut allumer ou laisser éteint. D'accord. Et après, on peut le programmer comme on veut, quoi. C'est une sorte de domotique, mais pour la gestion énergétique optimisée. Ouais. Quoi. Par Ok, exemple, le ouais. chauffe-eau, il s'allume quand il y a du surplus solaire, si Oui. la température de la maison n'excède pas 22 degrés, ou tu mets ce que tu veux, mais moi j'ai mis à 22, je crois. Par contre, Ouais. dès qu'il fait plus de 22, le chauffe-eau il s'allumera pas parce qu'on D'accord. va ouais, pas chauffer encore plus la maison. C'est ça mon garde-manger. Ah ouais. Ça, Oui, donc ça, tu le mettais à l'extérieur, Voilà. du coup. J'avais Et fait un petit toit en plus pour pas qu'il prenne l'eau parce que c'est du bois. C'était juste ça quoi. Hein. Et qu'est-ce qui t'a fait l'abandonner alors? C'était pour plus, vu qu'il y a des hivers de plus en plus chauds quand même, par ici en tout cas. Ouais. Il y a des fluctuations de température journée-nuit. Et du coup, dans le cellier, c'est plus stable, la température elle est plus constante. Donc il y avait moins cet effet de monter en chaleur. Du coup, ça c'est un truc qu'on suspendait au nord. Tu vois, au nord, ça voit pas le soleil. C'est en hauteur pour pas que les rats montent dedans. Ouais. Du coup, là, on est dans le cellier. Du coup, on a récemment, quand on a fait l'extension, on a rajouté cette petite pièce de 3 mètres carrés là. 3 mètres carrés pour plusieurs choses. Donc du coup on a fait un garde-manger un peu amélioré pour stocker un peu plus parce que bon là c'est le début de l'été donc il n'y a plus trop de bocaux mais pour avoir un peu plus de place et aussi parce que le garde-manger mine de rien les hivers étaient de plus en plus chauds et on avait de plus en plus de différences selon les journées avec des journées quand même qui commençaient à monter un peu. Et du coup là, d'avoir cet espace-là qui est clos et qui est pas isolé, mais qui est plutôt en effet en mode cave. Donc là, le mur isolé de la maison en paille il s'arrête là. Et ici, c'est que des cloisons en adobe. Donc c'est des briques de terre crue qu'on a faites nous-mêmes dans un moule, quoi. D'accord. Et du coup, ça fait un peu l'effet cave. C'est juste de l'inertie, pas d'isolation. Du coup, l'hiver, il fait très frais. Mais ça, vu que c'est que de l'inertie, ça lisse la température. Donc si jamais il y a 2-3 jours où ça monte un peu à 15 degrés, ici il reste encore frais assez longtemps, quoi. Donc du coup ça permet de mieux conserver les aliments, voilà, c'est plus stable. Okay. Pour tout ce qui est... Donc ça c'est la partie où on met quand même plutôt les légumes, tout ça, la bière et tout ça. Ok. Et ouais, ici, les conserves, légumes, voilà, les bocaux. Ouais. Tous les bocaux et tout comme ça. Okay. Et ici, j'ai fait un autre mini frigo qui là pour le coup est avec une arrivée d'air canalisée pour plusieurs raisons. Bon là il est vide parce que c'est l'été, mais l'hiver c'est vraiment là où on met notre beurre et notre machin, les trucs. Et donc là il y a de l'air qui arrive, qui est prise à l'extérieur. Et ici en haut il y a une évacuation. Donc ça fait que l'air peut arriver d'ici et s'évacuer par là. Et donc j'ai un joint comme un joint de frigo et du coup c'est clos. Et il y a des clapets pour ouvrir ou fermer selon s'il fait
plus frais dans la pièce que dehors, etc. Enfin voilà, il y Ouais. a un petit jeu de... Un jour, ça sera peut-être automatisé, mais pour l'instant, D'accord. on est en mode manuel. Ok. Ouais, t'as un système de circulation d'air qui fait Voilà. que ça garde au frais, tu peux C'est mettre ça. même du beurre. Si du jamais métier, il fait plus chaud dans cette pièce-là que dehors, bah, c'est ouvert, et si c'est l'inverse, bah, c'est fermé. Et D'accord. du coup, ça permet d'avoir encore un petit truc un peu différent en termes d'ambiance que de chaud-froid que ici. Ouais. Et donc voilà, ça T'as- rajoute un petit peu de delta de température vers le bas, quoi. Et t'atteins quelle température là? Enfin, tu es. Je sais pas. Au plus C'est bas, difficile à dire. Ouais, mais je crois que j'ai même pas trop Parce que pour monitoré conserver ce du truc-là. beurre, c'est Eh pas ben, mal, quoi. ouais. En hiver. Bah, on n'a jamais Ouais. eu de beurre carenci. Après, nous, Ouais. on mange du beurre salé avec du gros sel, et je pense que ça te fait gagner un peu en... Enfin, ça conserve le sel, quoi. Donc Ouais. forcément, ça rancit moins vite, quoi. D'accord, donc yaourt, lait, Ouais. beurre, on peut mettre tout ça, enfin tout ce qui va de manière conventionnelle dans un frigo. Ouais, alors Est-ce nous, que- on mange un peu de yaourt, mais ouais, ça pour le coup, on essaie de pas trop les garder longtemps parce qu'on les niveaux bactéries, c'est pas ouf. Ouais. Mais oui, lait de... tu vois, le lait, pas de lait de vache justement, du lait végétal, le beurre, tous des trucs, tu vois, des plats entamés, tout ça, ça marche. Ouais. D'accord. Bon, après, Ok. ça dépend de ta région aussi, ça dépend de... Nous ici, en tout cas, ça marche. Et tu l'as fabriqué comment C'est une boîte en bois, des plans quelque part ou Non, comment je ça crois que s'est j'avais été passé inspiré, j'avais vu un mec qui avait fait ça dans son entrée, une arrivée d'air en bas, sortie d'air en haut. Ah oui, puis j'ai pas dit, mais du coup l'évacuation là, ce tuyau, du coup il monte sur le toit et il y a une petite éolienne de toiture qui tourne toute seule avec le vent là. Ouais. Donc, et du coup ça génère du tirage, ça crée du tirage et ça fait que l'air circule dedans, quoi. D'accord, ok. Ouais, donc t'as une arrivée. Il y a une arrivée d'air qui est extérieure et, dans le plancher, ouais, dans enfin le plancher, dans le plancher, et qui il y a monte. qui monte jusqu'au Ouais. toit, et dans le toit, il y a une petite éolienne qui crée du tirage. Et donc il y avait aussi une autre fonction à ce truc-là, c'est que dans cette pièce-là, il y a aussi les toilettes sèches. Du coup, j'étais dans l'idée de pas trop mélanger les aliments frais et tout ça avec les toilettes sèches. Même si ces toilettes sèches, c'est pareil, j'ai fait exactement le même système que le petit frigo, c'est une arrivée d'air et une évacuation canalisée. Donc pareil, dans le plancher, il y a une prise d'air à l'extérieur. Ça arrive dans la boîte, ça arrive par le bas comme ça, et ça ressort par ce tuyau. Et de la même façon, ça va, il y a une petite éolienne de toiture et ça va dans le... Ouais, ça fait une aération directement dans les toilettes, Ouais. en fait, ça aère C'est ça, les donc toilettes. ça assèche un peu les toilettes, Ça assèche, donc ouais. quand ça évite de trimballer trop de pipi. Ouais. Et en plus, t'as zéro odeur, quoi. Ouais, c'est ça. Zéro odeur, zéro mouche. Du coup, c'est une cuvette plus ou moins étanche, enfin, en tout cas qui fit, quoi. Il n'y a pas de mouche qui peut passer comme sur les toilettes en haut. Là, souvent, il y a un petit peu d'air et du coup, Ouais. toutes les mouches elles se Là, glissent c'est bien là-dedans. étanche. Bon, c'est du polystyrène, non? Non Ouais, c'est un truc comme ça. Mais c'est mince, comment ça s'appelle? Mais c'est sur un site de toilettes sèches que j'ai pris ça, mais nordique, je sais plus exactement. Et du coup, ils font ça. Et en plus, ça c'est assez confortable, mine de rien, dans une pièce du coup qui est froide l'hiver. T'as pas le cul tout froid quand tu poses, quand tu te poses dessus. Ouais, c'est c'est ça. agréable. Et il y a un troisième truc qu'on n'a pas encore trop exploité, mais que j'avais fait. C'était un petit garde-manger semi-enterré là. Ouais. Du coup, quand on a fait les fondations, j'ai mis un gros regard là, un gros regard en béton. Mhm. Voilà. Et puis t'as facilement, au printemps, t'as facilement 4-5 degrés d'écart avec l'ambiance ici. Bon là, ces derniers jours, il a fait vraiment très très chaud, du coup ça marche moins bien. Et là, tu y stockes quoi exactement? Bah pareil, tout ce que tu peux. Hein. Ouais, voilà. Mais c'est plus ambiance légumes là quand même, tu vois. Patates, voilà, ouais. des trucs comme ça, plus ambiance. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu utilises un peu du sable pour tenir tes légumes, des choses Ouais, comme ça, non, d'autres j'ai matériaux Bah ça typiquement c'est pour faire de l'inertie, hein, tu vois, Ouais. les silos et tout ça. Donc bon après on pourrait le remplir de sable, mais je sais pas si ça aura peut-être un petit delta de température, mais. Ouais. On parle du frigo du désert, je sais pas si c'est ce genre Ah de oui. choses que tu as déjà testé. Alors bah oui, bah typiquement le frigo du désert, moi je trouve que c'est une très mauvaise idée de le documenter. Ah ouais. Bah le frigo du désert, ça c'est dans le nom quoi. C'est un frigo qui marche dans le désert. Ouais. C'est un peu comme le puits canadien, ça marche bien au Canada.
Et c'est marrant Ah parce oui. que c'est dans le nom. Le frigo du désert, ça marche comment? Ça marche, c'est un pot de terre dans un pot de terre, et au milieu il y a du sable. Ouais, Et ce qu'on fait pour que ça tienne au frais, c'est qu'on verse de l'eau dans le sable. ouais, Il faut que tout le temps le tenir humide, et c'est l'évaporation de cette eau qui génère du froid. Quand on sort de la Ouais. douche, ouais. c'est l'évaporation de l'eau qu'on a sur le corps qui fait qu'on a froid. Une fois qu'on est sec, après on a moins froid. Mhm, mhm. Et donc c'est exactement ce principe-là. Le froid qui est contenu dans le sable s'évapore, et du coup cet évapore génère du froid. Et ça marche bien dans le désert parce qu'il y a énormément d'évaporation, parce qu'il fait vraiment très chaud, quoi. Mhm, mhm. Et du coup sous nos latitudes humides et tempérées, Ouais. bah, ça marche vachement moins bien, quoi. Et du coup ça c'est le mitigeur qui permet d'avoir une machine à laver avec une entrée, une vieille machine à laver, une vedette récupérée qui permet de faire arriver de l'eau chaude qui a été produite de façon différente qu'avec de l'électricité ou avec de l'électricité solaire en surplus. Et du coup, là j'ai mon arrivée d'eau chaude qui est produite ailleurs. Donc j'ai un robinet d'eau chaude, d'eau froide. De l'autre côté, j'ai mon arrivée d'eau froide. Ici, je lui dis quel cycle je veux, si c'est un cycle à 30, ouais, c'est lui qui me tige. Et après, là, il y a une autre sortie qui va là, celle-ci, à la machine à laver, comme on branche une machine à laver, quoi. Et donc c'est lui qui se charge de mitiger l'eau froide et l'eau chaude pour arriver à la température de consigne que tu lui as dit. Et du coup, moi, cette machine, quand j'allume toujours à cycle froid, et je la lance systématiquement en cycle froid, et c'est lui qui va se charger d'envoyer l'eau chaude qui a été produite soit avec le panneau solaire ou avec le poêle de masse. Et donc ça fait que cette machine ne consomme que 100-150 watts, juste le moteur qui fait tourner, et non plus 2000 watts. C'est le four solaire, le four solaire Atominique, que son créateur l'a appelé comme ça. C'est un four solaire qui marche hyper bien. Moi j'avais fait un petit four solaire jadis autrefois que j'avais documenté avec le Low-Tech Lab et tout ça. Et je tombais dans pas mal d'écueils parce que j'ai suivi des trucs sur internet, j'ai pris ce que je pensais être des bonnes idées à droite à gauche. Et il se trouvait que ça marchait, mais on va dire que la cuisson solaire, moi je disais que c'était de la cuisson molle, quoi. À midi tu mettais un gâteau au chocolat, à 4h, 5h il était presque cuit, et encore. Et du coup Dominique, qui est un presque voisin, qui a écrit qui a écrit 2 ou 3 ouvrages sur les fours solaires, il avait conçu ce four-là, et il m'en a prêté un, celui-là d'ailleurs, et j'ai essayé, après j'ai fait « Ah oui c'est vrai, ça marche mieux !» Ouais. Il n'y a pas de révolution en soi, mais il y a plein de petits trucs qui font que ça marche mieux. Mais les trucs principaux dans lesquels j'étais tombé, c'était de faire un petit four compact, parce que j'avais pas trop de place, je voulais pouvoir le ranger, tout ça. Et en fait, ça c'est l'écueil principal, parce que c'est la quantité, c'est l'ampleur du four qui fait qu'il est capable le nombre de mètres carrés qu'il est capable de prendre du soleil qui fait que ça chauffe, quoi. Ouais. Et donc Ouais, plus on fait un truc petit, moins ça chauffe, quoi. Il n'y a pas d'histoire. Donc ça c'était le premier écueil. Le deuxième écueil c'était moi j'avais pas trop géré ça, mais c'était faut surtout mettre des parois, les réflecteurs sont ultra importants. Là, les parois réfléchissantes. En gros, si tu te vois pas dedans, si c'est pas un miroir, c'est que ça reflète pas 100% de la lumière. Et donc si c'est gris, ça va absorber de la lumière. On dit que le noir ça absorbe. Et si c'est gris, ça va absorber, et du coup ça va pas renvoyer dans le four. Ok. Donc là, le fait que ça soit miroir, ça renvoie la lumière dans le four, et donc du coup ça marche bien mieux. Ok. Ouais. Voilà, il y avait d'autres petits écueils que j'avais fait. Moi j'avais fait une vitre qui s'ouvrait par le dessus, et là c'est une vitre qui s'ouvre par l'arrière, et donc ça fait que la chaleur reste concentrée dans la chaleur, elle monte, et la chaleur elle reste dans le four. Alors que là, moi quand j'ouvrais la vitre, toute la chaleur elle se barrait, il fallait remonter en température. Et du coup là, comment c'est dimensionné alors les panneaux, quel matériau c'est, comment t'as dimensionné, celui-là, comment ça se passe, est-ce que... Celui-là, la surface, alors ça c'est de l'alu-miroir, Ouais. et c'est fait pour ça, c'est de l'alu-miroir. Du coup c'est trop cool parce que ça peut traîner dehors, l'aluminium ça... Bon là il est dégueu, mais il faudra le laver. Et du coup, ça traîne dehors, c'est pas si grave. Alors quand même, moi je le bâche, j'ai une petite bâche, une petite capote sur mesure, comme ça, quand même il prend, c'est du bois le reste, donc pas que ça prenne trop cher l'hiver.
Quand on s'en sert moins, tout ça, j'essaye de l'abriter. Mais même l'été, s'il y a une averse, je préfère quand même l'abriter. Donc voilà, principalement. Et un four solaire, comment on s'en sert? On le met au soleil, on l'oriente. Ça, c'est pas si dur. Et après, on oriente les ailes, les oreilles, plus ou moins. Et comment savoir si c'est bien? C'est quand on voit le reflet. Hop là. Le reflet du soleil au fond du four, c'est ce moment-là où on est bien. Si on ne voit pas le reflet, si on est comme ça et qu'on ne voit pas le reflet dans le four, c'est qu'on n'est pas bien orienté. Et donc Dominique, lui, il a constaté que les oreilles latérales, c'était aucunement nécessaire de pouvoir les orienter. En fait, on tourne le four, ça suffit. D'accord. Donc elles sont fixes. Les oreilles latérales sont fixes, elles ont un certain degré qui est documenté sur le four. Et puis les oreilles dessus-dessous, elles sont mobiles pour pouvoir, selon la hauteur du soleil, faire rentrer un maximum d'énergie. Ok. Il y a des parois sombres au fond du four qui sont juste des tôles rouillées qui permettent du coup de capter les rayons du soleil. Ok, juste la tôle rouillée, t'as pas forcément mis en noir, pas en noir à l'intérieur? Ouais, non. Non. Et ça évite aussi de mettre des coves et des trucs pas très cool dans le four aussi. À l'intérieur, c'est des plaques offset, là. C'est un peu réfléchissant, mais vachement moins que ça. C'est moins grave que ça soit moins réfléchissant, mais ce serait peut-être encore mieux si c'était réfléchissant. D'accord. Et alors là, tu cuisines quoi? Combien de temps avant tu mets tes plats? Et ça cuit en combien de temps? Comment ça se passe à l'usage? Alors, l'usage du four solaire, on dit souvent en termes de temps de cuisson, c'est souvent le double, un peu. Faut qu'il y ait du soleil, sinon ça marche pas. Il faut pas qu'il y ait de voile non plus, quoi. S'il fait beau mais voilé, ou un petit voile blanc là, ça marche pas très bien. Ouais, vraiment que ce soit soleil direct à fond, sans nuages. D'accord. Et nous, on fait des tartes, des gâteaux, des plats mijotés. Et le truc que je trouve le plus intéressant dans ce four-là, parce qu'il est assez grand, on peut mettre plein de bocaux pour faire les bocaux, quoi. Parce que les bocaux, moi, ça me faisait mal au cœur. C'est le côté très énergivore, de laisser du gaz pendant X heures pour stériliser. Alors que là, ça me fait pas mal au cœur de laisser le four ouvert toute la journée. Ça c'est ça, tu peux stériliser, parce que ça monte à combien du coup? Souvent, très facilement, il monte à 110, tu peux le voir à 130, mais plein, quoi. Vide, il monterait encore plus, mais plein, tu peux le voir à cette température-là. Parce qu'il est grand, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, la dimension des plaques, tu m'as dit tu vois, déjà en hauteur, il fait de 1m80. Alors après, Dominique, il a été malin, il met des roulettes. Ah oui. Faire effet brouette. Ouais, ça, c'est pas mal. Et du coup, il s'ouvre aussi à l'arrière, comme je le disais là. D'accord. Et donc, c'est ici que tu mets ton plat. Et du coup, la chaleur, là, elle reste un peu coincée. Donc, il reste encore de la chaleur quand tu viens mettre ton plat. Et puis voilà, tu refermes. Bisous, quoi. Et en termes d'isolation, tu dis Eh bien, il n'y a pas d'isolation non plus. C'est une double paroi en bois. Lui, il avait fait des tests, isolant, pas isolant et tout ça. Et il avait constaté qu'il n'y avait pas des grosses diffs, quoi. D'accord. Donc il a arrêté de mettre de l'isolant. Ok, juste double paroi en bois et puis les plaques en fer à l'intérieur, pas en métal rouillé. Métal rouillé. Alors après, ça marche, enfin ce qu'on se dit là, ça marche ici. Peut-être si vous vivez en Sibérie, qu'il y a beaucoup de soleil mais quand même qu'il fait beaucoup plus froid, faut peut-être isoler mieux. C'est ça, Encore une fois, il faut adapter, il n'y a pas la recette toute faite, quoi. Et métal rouillé, il y a explication à ça c'est juste parce que ça assombrit, tu vois. D'accord, c'est pour ça, c'est juste pour le côté assombrissant, tout simplement. Je suis en train d'essayer de vouloir refaire les plans et d'essayer de recapitaliser sur le savoir de Dominique. Donc j'avais fait un petit wiki et j'ai interviewé Dominique du coup avec tous ses retours d'expérience autour de ce four-là, de comment il est né, de pourquoi il a fait ça, comment lui il s'en sert, on explique plein de trucs. Bon, on mettra ses coordonnées dans la description, c'est son lien, ses livres qu'il a écrit du coup. Okay. Et donc ça c'est trop cool, on s'en sert la majorité du temps en vrai, hein. C'est vraiment le truc qu'on utilise quotidiennement, dès qu'il y a du soleil en tout cas, mais qu'on prend plaisir et c'est vraiment aussi un truc chouette. Nous on travaille à la maison et du coup on a un usage assez intensif.
Et c'est hyper agréable. Tu vois, le matin, notre fille s'en va de l'école, on met un truc au four solaire, on revient le midi, bah, du coup le midi est prêt quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Donc c'est assez chouette quoi. Faut un peu anticiper sur la bouffe quoi. Oui, voilà, comme c'est la le bouffe. double ce que tu as dit. Mais parce en que vrai, oui c'est ça, c'est le Ouais. double de temps, mais c'est du temps où t'es pas devant, t'as rien Ouais. à faire, t'as juste à le regarder. c'est ça. Puis t'as la cuisson, ça crame pas quoi. Ouais. C'est une cuisson lente, donc Sur tu celui-là, gardes ça crame pas. les Sur l'autre nutriments. que je vais montrer, ça peut cramer, Ouais, mais voilà. sur celui-là, ça crame pas. Ouais. Tu peux l'oublier Ouais. que ça va aller, quoi. Ouais. Ça va cuire, mais sans Ouais. aller dans l'excès, quoi. Il faut considérer quand même que c'est un four. Ouais. C'est pas une plaque de cuisson, tu vois. T'as Ouais. des cuissons, tu vois, par exemple, saisir des oignons, ça va Ouais. pas marcher Ouais. là-dedans. Bien sûr. Donc il faut se dire que c'est plus comme un four, donc voilà, tu peux faire Ouais. des Des patates, des plats en sauce. voilà, plus ouais. des trucs comme ça, quoi. Ah ouais. D'accord. Mais même on arrive à tes pommes de terre et tes pâtes. Ouais. éventuellement. Carrément, ouais. Et puis on fait Ouais. même des lentilles ou des trucs, tu sais, des trucs qui sont un peu longs. Ouais. Ou les betteraves aussi. Les betteraves, c'est ultra long à cuire. Ouais. Bah, tu mets ça là-dedans, tu t'en fous, quoi. Tu reviens Ouais. 3 heures après. Oh Ouais, oui, c'est ça. beau, Il suffit juste d'anticiper, te dire, ok, je sais pas, par exemple, tu te lèves le matin, tu anticipes un petit peu ton repas du midi. Ouais. Et puis tu mets ça dedans et ça mijote tranquillement. Et C'est ça, fait, ouais. Et puis si tu vois ça en termes d'impact de fabrication, c'est quand même 10 bouts de bois de récup, 3 bouts de Ouais. métal, et à la limite c'est les Ouais. réflecteurs qui sont peut-être les plus impactants. Ouais. Mais c'est vraiment que dalle. Et puis en termes de prix, Ouais. c'est pas. Là, je sais pas pour combien il y en a exactement, mais il y a 2 charnières, 2 roulettes. T'es même pas obligé de les mettre si tu veux. Tu peux faire. Enfin bref, c'est pas un gros truc quoi. Ouais. Alors Ouais, c'est un c'est gros clair. truc physiquement, Oui, mais c'est un mais un ça vaut le coup. mastodonte. Ouais, c'est ça, ouais. Ça vaut carrément le coup de Mais faire ouais, un ouais, gros c'est machin clair. parce que sinon le petit en fait il va pas. En fait je pense que du coup tu l'utilises moins si ça marche moins bien quoi juste. Donc si tu as fait un Bien petit sûr. four solaire, voilà. Ouais. Et quand tu as un jardin, lui faire une capote pour qu'il soit à l'abri l'hiver, ça suffit quoi. T'as pas obligé d'avoir une grange pour le ranger. Enfin nous on n'a pas ça en tout cas. Ouais, c'est ça. Tu refermes les plaques et puis. Oui, je peux te montrer comment le petit, une fois que tu l'as plié, ça prend pas tant de place que ça quoi. Ouais. Ça prend de la place mais comme. Hop. Niveau. Magique. Hein. Et voilà. Après tu peux aller emmener. Une petite brouette, voilà. Et donc il y a quand même Ok. eu son petit frère qui est né Ouais. après. Et qui est pour un autre usage. Moi je me suis fait un four à pain en terre. Mhm. Au bois, au feu de bois, et je trouvais ça, j'aime bien faire mon pain. Et mais quand même brûler du bois pour brûler du bois, toujours moins c'est mieux. Donc ça m'ennuie un peu, d'autant que voilà, c'est assez énergivore. Et donc je voulais pouvoir monter un peu plus haut en température qu'avec le four atomique. Et donc David Sumilo là, c'est tout ça allait dans nos assiettes. Ouais. On commercialise ces tubes en verre. Et donc ça c'est un tube en verre noir à l'intérieur d'un tube en verre transparent. Et au milieu c'est du vide d'air. Et le vide d'air c'est le meilleur des isolants. Mhm. Donc on peut avoir un gros delta de température entre l'intérieur du tube et l'extérieur. Des fois il peut être à 180 à l'intérieur le tube, et si tu le touches, tu te brûles pas quoi. Ouais. C'est un super Je sais isolant pas quoi. combien il est, c'est peut-être à 35 ou non, je sais pas exactement. En tout cas tu te brûles pas. D'accord. Donc c'est un Ouais. super isolant. Ouais. Et alors du coup David, le tube il conseille même de le poser, juste de le poser au soleil, il chauffe déjà. Mhm. Et c'est une sorte de piège à calories quoi. Mhm. Parce que du coup le soleil en gros il traverse la paroi de verre, l'isolant il se concentre sur la paroi noire, mais après il peut pas sortir, difficilement. D'accord. Donc ce qui explique que c'est un piège à calories. Et du coup ça monte après crescendo dans le tube. Mais quand même moi je voulais pouvoir faire du pain, c'est pour ça que j'ai rajouté le réflecteur, Mhm. pour un réflecteur orientable, pour monter un peu plus en température encore, pour pouvoir espérer faire du pain. Alors ça fait pas du pain aussi classou, croûté, aussi bien que dans le four à bois. C'est un autre plaisir, ça fait du pain un peu brun quand même, mais pas autant quoi. Et avec le réflecteur, tu gagnes combien de degrés en plus Ouais, c'est là difficile à dire. Ouais, j'ai pas fait de. Je me suis dit que fallait que je fasse des mesures avec et sans.
Et je sais pas, après ce que je sais c'est que David il me disait il faisait pas trop de pain dedans. En tout cas sans le côté concentrateur. Ouais. Je sais pas s'il a essayé avec. Mais... Et du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une espèce de gouttière là avec un tube de poêle, un demi-tube de poêle coupé. Et du coup on met notre plat dedans. Ou même on peut mettre un papier sulfu au fond et mettre directement des cookies ou des trucs comme ça. Ouais. Et on met notre plat dedans et on enquille dans le four. Quoi. Ok. Voilà. Ok. Ça, tu l'as fait en plus, ça vient pas avec Non, ouais, ça je l'ai fait en plus. Ouais. D'accord. Bah, alors, du coup, si ça vient pas avec, les gens, ils le mettent. Alors, comment on fait David, il pour le pas se vend brûler comme de façon brute. Et donc, soit tu peux juste mettre un bout de bois ou n'importe quoi pour le fermer. Ouais. Mais sinon, il vend le même en plus petit juste pour stériliser des bocaux. Là, du coup, je le mets deux bouts. Ouais. Et t'enquilles les bocaux par le dessous. Et du coup, en fait, toi, tu fais une pile de bocaux et tu mets ton truc dessus. Et en fait, physiquement, la chaleur monte et du coup... Ouais, tu peux stériliser tes bocaux aussi comme ça, potentiellement. Ouais. Potentiellement, tu peux stériliser tes bocaux. Ok. On utilise des bocaux avec un peu plus larges que ça, donc c'est un peu chiant. Mais tout ce qui est confiture, enfin, les bocaux le parfait, ça doit rentrer là-dedans. Ouais. Donc ça monte un peu... Pardon, excuse-moi. Ouais, vas-y. Ah oui, ça monte beaucoup plus haut que le four solaire. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que c'est un piège à calories. Ouais, mais ça. Même si tu as du coup une surface plus petite que le four solaire, le fait que ça soit très bien isolé, ben ça tout de suite, oui, ça capte énormément. Après, on pourra discuter sur le côté low-tech. En vrai, c'est à la fois low-tech et à la fois ce tube-là de verre avec du vide d'air et tout ça à fabriquer soi-même. Ça doit pas être facile. Du coup, mais bon, ça reste quand même du verre. Enfin, tu vois, il n'y a pas de puce interconnectée dedans, quoi. Oui, voilà, c'est pas le high-tech non plus. Non. C'est pas un vaisseau spatial. Et du coup, quand on en a marre, ça, sa position. Alors oui, tiens, j'ai fait ce truc-là, mais on va pas trop le voir parce qu'il n'y a pas trop de soleil. Donc ça, c'est un viseur. Ouais. S'il y a de l'ombre, s'il y a de l'ombre, par exemple vers le bas, c'est qu'il n'est pas bien orienté. Il faut l'orienter de façon à ce qu'il n'y ait pas du tout d'ombre projetée sur le petit carré. Comme les horloges solaires. Exactement. Le principe. Et puis sa position une fois rangée, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est sur poulie, sur axe rotate, axe, voilà, tout simplement. C'est juste sur un axe. Puis avec le poids du tube, il reste la tête en bas. Lui, j'ai même pas fait de. Ça le protège. Hein. J'ai même pas fait de capote parce que ça, c'est pareil, c'est de l'alu. J'ai choisi, là, c'est que du Douglas, ça traîne sur la terrasse. Enfin, j'ai choisi que des matériaux qui pouvaient dormir dehors, été comme l'hiver. Pour pas avoir à refaire une capote, pour pas avoir à y veiller aussi, il y a tout ce truc là de. Ouais, c'est ça. Il est dehors. Ouais, toi t'as reçu le concentrateur, puis après t'as fait tout le tube et puis t'as fait tout le reste. Bon, après c'est un prototype, il y a aussi il y aurait des axes d'amélioration hein, potentiellement ce truc là verrouillé. Il faudrait que je fasse une échelle pour pouvoir verrouiller plus ou moins. Pour l'instant je mets une cale, enfin bref. On va pouvoir le maintenir en place avec un système de pointe, un peu comme dans le four là, où on pourrait le caler comme ça. Ça c'est ma prochaine évolution, ça fait 6 mois que je me dis ça. Et il y a aussi peut-être le truc du tube, le fait que le tube soit calé dedans, peut-être vu que le tube est assez fragile et assez cher, ça coûte 100 balles un tube comme ça. Peut-être que le truc plus pertinent, ça serait que le tube soit fixe et que ça bouge autour du tube. Pour qu'ils reçoivent moins de contraintes, quoi. Parce que là, quand ils bougent, ils doivent prendre un peu le tube. Bon, je sais pas. Du coup, c'est plus dur après. Alors, si tu as quelque chose à l'intérieur, ça tourne. Comment oui, c'est ça. tu gères ça tourne. Bon, après, en vrai, tu le bouges. Une fois que tu l'as calé, tu le bouges plus, quoi. Après, pas pendant la cuisson, avant. Mais effectivement, il faut y penser, si tu veux le bouger, à enlever ce que tu as mis dedans, sinon ça... Et donc si tu avais un tube fixe et avec un concentrateur qui tournait autour de ce tube, tu aurais moins ce problème-là. Ouais, complètement. Ceci est une phytoépuration. Donc c'est du roseau. Bon là, vous voyez que c'est une phyto qui a de l'âge, du coup il n'y a pas que du roseau, mais ça n'a rien à faire là, il faudrait désherber tout ça. Généralement les roseaux ils finissent par prendre le dessus, mais là ça commence à s'éclaircir un peu, donc il faudrait qu'il fasse un peu de désherbage.
Une phyto, c'est juste un bac. Alors ici, nous, c'est un bac en plastique parce que sur une si petite phyto, ils n'avaient pas encore l'agrément pour faire des bacs maçonnés, mais maintenant c'est le cas. Et du coup, nous, elle est en dehors du sol, elle pourrait être enterrée ou semi-enterrée. Mais c'est par rapport aux niveaux, différents niveaux. Donc nous, ça arrive par gravité ou pas, ça dépend de la configuration de la maison et de là où on rejette. Parce que du coup, nous, on rejette après la phyto. Donc là, ça arrive de la maison, ça arrive, le bac est séparé en deux et il faut changer une vanne toutes les 2 semaines pour que ça aille de ce côté-là, puis de ce côté-là, etc. Et ensuite ça s'évacue dans un tuyau qui par gravité va, donc il y a un tuyau dans le fossé, enfin non il n'y a pas de fossé justement, il y a un tuyau dans la route qui sont les eaux pluviales et du coup après ça s'en va dans les marais. Ok. Et donc voilà, et donc la phyto c'est jamais qu'un bac et au fond il y a du gros gravier, au-dessus il y a du petit gravier et encore au-dessus il y a du sable et après on plante les roseaux dans le sable. Ok. En termes de construction c'est pas grand chose, il faut faire arriver du coup par contre là il y a les arrivées de la maison donc les eaux arrivent par ici. Donc il y en a 2, parce que les bacs séparés en 2. Et après, tout au fond ici, là, il y a un drain, donc un tuyau percé, en fond de bac, qui récupère du coup l'eau, parce que du coup il y a une petite pente. L'eau est récupérée dans ce drain, et après, ça s'en va par gravité. Par gravité ou pas, ça dépend justement de la configuration de la maison. Ça met à peu près combien de temps à s'assainir l'eau avec les plantes comme ça? Très bonne question, je ne sais pas du tout combien de temps ça reste et ça traverse et tout, je sais pas du tout. Je crois même que l'été, il n'y a rien qui sort parce que les roseaux boivent tellement que. Ouais. En tout cas, chez nous, il n'y a pas grand chose qui sort. Et comment vous l'avez construite? Vous êtes fait accompagner? Vous l'avez auto-construite? On a fait de l'autoconstruction accompagnée pour avoir l'agrément. Ouais. C'était important pour nous par rapport à la yourte. On voulait être en bon terme avec la mairie et tout. Et on n'a pas fait de pédo-épuration parce que les pédo-épurations n'ont pas d'agrément pour le moment. Et voilà, il fallait qu'on choisisse nos combats et on voulait s'installer en yourte sur le terrain le temps du chantier. Du coup, on voulait pas faire de vagues avec l'assainissement et une phyto, ça nous allait très bien. Des roseaux, c'est déjà super. Voilà, et du coup, c'est un chantier accompagné où l'entreprise qui t'accompagne, qui a passé l'agrément, vient et s'assure que tout au long du chantier, tu as bien branché les trucs au bon endroit et que tu suis le plan en gros, quoi. Et tous les ans, avec le SPANC, il y a une analyse à faire? Non, il n'y a rien du tout à faire. Le SPANC passe à la fin du chantier pour vérifier. Ouais. Et après, tu peux avoir des contrôles, je crois, c'est tous les 10 ans, tu peux avoir un contrôle. Ouais, c'est des contrôles. Mais c'est des contrôles inopinés. C'est pas systématique. Et là, en termes de dimensionnement, pour vous qui êtes 3 personnes. Et donc, ça, c'est une 3EH, 3 équivalents habitants. Donc je crois que ça fait 6 mètres par 3, un truc comme ça. Ouais. Et c'est surdimensionné parce que c'est 3 équivalents habitants moyens français, du coup c'est 150 litres d'eau x 3. Et nous on est en dessous, donc les roseaux ils ont mis du temps à démarrer, on leur a donné un peu de compost de toilette sèche pour démarrer parce que c'était la galère. Ouais, tu peux leur donner du compost de toilette sèche, du coup, il n'y a pas de souci. La phyto, ça marche avec le milieu bactériologique et du coup, si les roseaux ils ont faim, en gros, quoi, ils vont pas faire leur taf. Et donc, du coup, on leur a donné à manger, on leur a donné du compost de toilette sèche au début pour, ça fonctionne. Pour les lancer, quoi. Ouais, comme il manquait d'eau. Il manquait d'eau, il manquait de nutriments. Juste de l'eau savonneuse, ça leur va pas, quoi. Ah oui. Parce que du coup, c'est un système qui peut être branché à des gens qui utilisent leur toilette à eau. Donc, ouais, complètement. C'est fait pour ça, avant tout, vu que c'est la norme. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce que tu peux peut-être nous montrer par rapport au compostage des toilettes sèches, tu vois, le cycle un petit peu, sur des choses comme ça? Alors sur le compost de toilette sèche, j'ai un peu bourriné sur le dimensionnement. C'est un peu trop gros. D'accord. J'aurais pu me contenter de faire 2 bacs même un peu plus petits.
Nous, on a fait 3 bacs avec des rotations sur 9 mois pour arriver à la fin à 2 fois 9 mois de temps de pause, donc de temps où tu ne rajoutes pas de seau, D'accord. pour qu'il ait bien le temps de fermenter, de monter en température et d'éliminer tout ce qu'il y a besoin d'éliminer en termes de bactéries pas cool et tout ça, Ouais. pour à la fin pouvoir le mettre au potager, quoi. Ok. Et typiquement, celui-là, bon, il y avait quelqu'un qui a remis du melon. Mais en vrai, celui-là, c'est celui qui est statique et qu'on n'alimente pas depuis, là, on doit pas être loin des 2 ans, des 2 fois 9 mois, non? À peine, à peine. Et donc là, on peut voir que celui-là, il a bien composté. On voit plus de caca, on distingue plus de, Ouais. à part le melon qui a été rajouté après, on En distingue l'espace de plus 18 grand-chose. mois, quoi. Ouais, mais Ouais. moins celui-là. Je crois que celui-là, il y a que une dizaine de mois. Et Parce qu'on a vous- fait la rotation il y a pas longtemps. Et vous rajoutez des déchets verts du coup dedans Ouais, on peut en des rajouter des déchets organiques. verts, ouais. D'accord. Pas tant, mais un peu, ouais. Ouais, ça fonctionne ensemble quoi. Il y a pas tu mets tout en déchets verts avec le compost en plus des toilettes Ouais, sèches. alors ça peut être assez pénible si c'est assez ligneux parce que du coup, nous on a. Il est très important de touiller sous compost, donc on a fait investissement d'un touille compost, un brasse compost. D'accord. Et ça, J'avais c'est jamais assez vu. cool pour le dos. Ok. Du coup, c'est une vis, quoi. Enfin, c'est une vis, non, c'est une sorte de ressort. Tu touilles et après tu lèves. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, tu ok. retournes ton compost et tu aères ton compost comme ça. Et avant, on faisait juste du compost, on faisait un tas, quoi. Nous, on s'en occupait pas trop. Ouais. Et depuis qu'on le mélange et depuis qu'on rajoute du carton à fond, on rajoute du carbone et on le mélange, c'est le jour et la nuit en termes de vie dans le compost, de verre, de trucs comme ça. C'est D'accord. vraiment. Ouais, parce qu'il faut un juste mélange entre l'apport azoté et l'apport L'azote et le carboné. carbone, ouais, c'est assez important. Et souvent, tu es un peu en déficit avec l'urine. C'est souvent en déficit de carbone dans un compost de toilette sèche. D'où l'intérêt d'en rajouter quand même un peu Ouais. du carbone dans les toilettes. Du Dans le carton, compost de toilette sèche. des feuilles mortes, de la tonte séchée. Ouais. Pas de la tonte. Donc celui-là, c'est le plus vieux, donc c'est celui qui va bientôt partir au potager. Ouais. Ça, c'est l'intermédiaire, donc c'est celui qui est. Voilà, on a arrêté de mettre il y a très très peu de temps. Mhm. Et celui-là, c'est celui qui est en cours. Donc là, on l'a carrément pas assez touillé. Tu vois. Mais voilà, l'idée, c'est plus tu touilles et plus il est beau, quoi. Ok. Et derrière, tu l'utilises. Au jardin. On dit qu'il faut pas forcément l'utiliser, par exemple sur les carottes, Non, tu vois, les légumes racines en fait. Comment tu l'utilises derrière? Ils disent à partir de 2 ans de repos, Ouais. donc 2 ans où tu ne rajoutes pas de matière, tu peux l'utiliser au pied de tes légumes. D'accord. Ok. Je me rappelle de ça de mémoire, il faudrait revérifier, mais. Ok, donc c'est un peu une idée reçue à dire non, il faut surtout pas les utiliser sur les légumes racines. En fait, on peut si tu au le bout fais de 2 avant, ans. si tu le fais Ouais, avant, voilà, c'est ça, exactement. Ouais, effectivement, faut pas trop. Ouais. Après, ça fait toujours sourire parce que il y a ce truc là de c'est caca. Comment d'utiliser son compost de toilette sèche au jardin. En vrai, le cycle de l'eau, si ça termine en bac en station d'assainissement, souvent on voit le dessin et c'est hyper vertueux. Il pleut, gna gna, on consomme l'eau, après ça retourne dans la rivière et c'est un cycle infini. Mais en vrai, il y a du déchet là-dedans qui est pas trop matérialisé dans les dessins. Il y a de la boue, il y a du déchet ultime, il y a de la boue d'épuration. Et ça, c'est un truc que les agriculteurs, on paye des agriculteurs pour aller épandre dans les champs. Oui. Donc en vrai, on remange quand même aussi notre caca. Il y a pas de... D'accord, ouais, c'est exactement ça. Et c'est plutôt tout ça, à fait vrai. Ouais, c'est. On peut revoir des chutes vrai. de PDM sur ce magnifique compost pour faire un toit. Alors, oui, je vois. le SPANC est venu contrôler notre aire de compost. Parce que du coup, on a déclaré qu'on avait des toilettes sèches. D'accord. Et du coup, quand tu déclares des toilettes sèches, ils viennent contrôler ton aire de compost. C'est plutôt bien, hein, ouais. Et du coup, par exemple, il faut avoir un toit au-dessus du compost parce que si tu as de l'eau qui fait raviner la matière fécale, potentiellement tu pollues aussi les nappes. Les nappes phréatiques, ouais, complètement. Donc, oui, regarde, parce que là c'est juste des planches en bois, après t'as pas isolé plus. Non, alors il y a l'idée de souvent. C'est ce qu'ils te disent, il y a ce truc de la dalle en béton.
Et ça, c'est une interprétation des textes. Tous les spanks sont pas d'accord avec ça. Mais on a réussi à passer outre la dalle béton. Ce qu'il voulait. Ouais. En fait, c'est quand il parle des. Ce que je crois qu'il y a un micmac avec le nom, c'est l'étanchéité justement. Et du coup, Ouais. c'est l'étanchéité plutôt aux toitures. D'accord. Et clairement, quand tu fais une dalle en béton sous ton compost, ça composte pas, hein, ça pue la mort. Ah oui, c'est ça, parce que ce dont ils ont peur aussi, c'est que ça s'épande avec la pluie, Ouais. donc il y a il est quand même isolé un minimum. Bah oui, En mais bas à partir du moment où tu as mis un toit, déjà, t'as pas Ouais. d'eau qui va ruisseler et faire. Oui, la vie. voilà. Ouais, non, c'est Et, sûr. et après, si vous voulez aller jusqu'au Et, bout, en fait, en fait, ils ont repris la norme des agriculteurs où là, le lisier, il est sur dalle béton et en fait, il y a une rigole qui ramène tout le jus de lisier à un endroit. Mais Ouais. là, ils imposent pas ce truc-là de rigole et de récupérer le jus et de le retraiter. Donc c'est qu'à moitié interprété comme les agris, mais pas complètement. Enfin bref. Ouais. Il y a encore un peu de taf à faire là-dessus au niveau normatif, mais Ouais.